Hop, voilà. Et cette session-là, elle sera en replay bientôt sur la chaîne YouTube. J'en profite pour faire un petit truc, une petite annonce. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui est sortie cette semaine sur la chaîne YouTube, vous avez loupé un truc. Vraiment, on a eu un témoignage d'une personne qui était en burn-out il y a encore quelques mois de ça, Virginie, qui m'a fait la gentillesse de me faire un témoignage. C'est l'un des meilleurs témoignages que j'ai recueillis jusqu'alors. C'est une vidéo qui est un petit peu longue, elle dure 1 heure. Ça vaut le coup de l'écouter, vraiment. C'est un vrai message d'espoir qui vous montre que bah, peu importe où vous êtes, à quel endroit vous êtes de votre jauge d'énergie, on peut vraiment s'en sortir avec de la méthode. Donc, n'hésitez pas, vous allez sur la chaîne YouTube. Théo Duverger, Quick Change, ça doit être quelque chose comme ça. Le gars qui est nul en promotion. Je ne sais même pas le nom de la chaîne YouTube. Bon, si vous êtes motivé, vous allez trouver, hein. Théo Duverger, Quick Change, normalement, ça va trouver. Regardez ce témoignage de Virginie, il est juste incroyable. J'ai eu beaucoup de mal, je l'ai fait à 19h, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir tellement j'étais ému. Vous allez pratiquement me voir pleurer à la fin de ce témoignage, tellement j'étais touché par les mots de Virginie. Et profitez, vous allez voir, c'est cool. Mais pour l'instant, on va démarrer avec vos questions, parce qu'elles sont nombreuses et que bah, on va commencer à regarder ça correctement. Alors, il y a encore des gens dans la salle d'attente, ça c'est normal, c'est les retardataires. Et on commence avec un prénom que j'adore. Alors, j'ai jamais vu ce prénom-là et je l'ai trouvé très joli. Je ne sais pas si cette personne est dans la salle. Neslihan, super joli prénom. Donc, Neslihan, je vous lis son message. Bonjour Théo, je suis en arrêt avec un diagnostic de burn-out depuis le 6 mars 2024. Autrement dit, ça fait pas longtemps. Alors déjà, quand je lis ça, je me dis, Nesliane, j'ai juste lu deux phrases, hein, 2 lignes. Je me dis qu'une personne qui vient d'avoir un diagnostic de burn-out, elle est en burn-out depuis bien plus longtemps que le diagnostic, hein. Ça, il faut le savoir. On diagnostique le burn-out souvent super tard par rapport au vrai moment où le burn-out s'est déclenché. Je vais faire un petit point de digression, mais votre burn-out, il y a plusieurs phases. Alors, les experts en burn-out, ils se bagarrent toujours un petit peu. Il y en a qui disent 3 phases, 5 phases, 8 phases. Moi, je dis, on s'en fout du nombre de phases. Pour moi, il n'y a qu'une seule phase, c'est quand ça démarre, quoi. Le burn-out, ça va démarrer toujours avec des signes, ce qu'on appelle à bas bruit, des signes peu distinctif. On n'est pas dans son lit en train de ne pas pouvoir démarrer. Ça, c'est le burn-out qui est généralement diagnostiqué. C'est le phénomène de la prise qui se débranche. Ceux qui ont déjà vécu ça savent de quoi je parle. On se lève un matin. Ah bah non, j'arrive pas à me lever parce que mon corps ne veut pas en fait. C'est là où on se rend compte que le burn-out n'est pas qu'une maladie psychologique, c'est avant toute chose une maladie physiologique avec des répercussions psy. Mais on ne se gourre pas, hein, c'est d'abord une maladie physiologique avec des répercussions psychologiques. Pour reboucler sur ce que j'étais en train de dire, eh ben, le burn-out, il va démarrer à partir du moment où on va commencer à sentir que ça surchauffe. Mais nous, attention, nous sensibles au burn-out, on sera généralement les derniers à remarquer que ça surchauffe. Pourquoi? Parce qu'on a en nous un petit programme inconscient qu'on appelle un driver, et notamment le driver Sois fort, qui dit que, allez, serre les dents, t'as le dos large, encaisse, t'inquiète pas, roule ma poule, ça ira mieux demain. Et donc, ce qui va se passer chez une personne en burn-out, c'est pour ça que je dis les gens en burn-out sont des personnes fortes, c'est pas les faibles, hein, en burn-out. Les burn-out, ce sont des gens qui ne se plaignent jamais, qui sont fortes et qui vont attendre le dernier moment pour, tac, s'écrouler. Tout le monde aura vu que vous étiez fracassé, votre manager aura vu que vous étiez fracassé, vos clients aura vu que vous étiez fracassé, votre chien aura vu que vous étiez crevé, vous voulez même plus le promener, vous faites un demi-tour du pâté de maison pour qu'il fasse pipi médor et après vous rentrez. Même lui, il vous regarde, il dit mais va te coucher. Non, vous êtes fort, vous n'arrêtez pas. Vous voyez? Donc, Nesliane, tu as été diagnostiqué le 6 mars, mais ton burn-out, il date d'il y a un petit moment. Il a démarré il y a un petit moment déjà de ça. Alors, quand est-ce qu'il a démarré? Ça dépend. La phase, on va dire, de burn-in, on appelle ça comme ça, la phase de burn-in, elle est plus ou moins longue en fonction des individus. Je lis la suite de ce que tu m'écris, Nesliane. Tu me dis, selon les jours, j'ai des hauts et des bas. Bah oui, tu m'étonnes. Souvent euphorique le matin, puis grand coup de barre l'après début d'après-midi avec une humeur morose et triste. Merci pour ton message, Nesliane. Pourquoi merci? Parce que je regarde en même temps là, parce que là j'ai la caméra Instagram et là parce que j'ai la caméra Zoom. Pourquoi je te remercie pour ton message, Nesliane? Parce que tu viens d'expliquer en 2 phrases la différence entre un burn-out et une dépression.
voyez, souvent, je suis euphorique le matin et ensuite, j'ai un coup de barre en début d'après-midi. Ça, c'est le burn-out, bébé. Le burn-out, contrairement à la dépression, c'est, on va utiliser un gros mot, c'est une maladie où tu es ce qu'on appelle en tachypsychie. Tu vas avoir les pensées qui moulinent dans tous les sens. Tu vas avoir envie de te bouger les fesses pour t'en sortir, mais malheureusement, ton corps, il suit pas. La dépression, tu es dans ce qu'on appelle une bradypsychie. Brady, c'est plutôt les pensées ralenties. Tu es à deux de tension en dépression. Tu envie de rien. Tu n'as pas envie de te bouger les fesses. Bon, alors tu vas remarquer une chose, c'est que oui, bien sûr, comme tu es en burn-out et que tu es fatigué, à un moment donné, tu vas avoir envie, mais il y a ton corps qui va faire non, va te coucher. Et c'est là où les gens se gourrent. Et là, les gens se gourrent entre bah ouais, moi je suis un état dépressif ou on m'a diagnostiqué une dépression. Non, non, non. Il y a burn-out, d'accord? C'est vachement important de comprendre ça. Alors évidemment, parfois, il y a ce qu'on appelle une comorbidité. Le burn-out et la dépression existent parfois en même temps, mais pas toujours. Et donc, que tu me dises que tu aies ces mouvements d'humeur comme ça, bah bravo, bienvenue dans le monde du burn-out. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on s'en sort, ok? Mais c'est tout à fait normal. Et ça, il faut vraiment que tu te sentes rassuré par rapport à ça. La meilleure chose à faire, surtout maintenant, quand tu es dans la phase d'attaque, hein, c'est glandouille. Accepte que là, ton corps, il est en train de te dire, va te coucher. Martine, tu t'appelles pas Martine, tu t'appelles Nesliane. Ton corps, il est en train de te dire, arrête. Donc arrête, d'accord? C'est pas le moment de vouloir soulever des montagnes, c'est pas le moment de vouloir faire un marathon, c'est le moment d'aller glander. Et je sais que quand tu glandes, parce que tu n'as pas été élevé comme ça, parce qu'une personne qui a fait un burn-out, elle n'a pas été élevée dans la culture de la glandouille, c'est contraire, on a généralement valorisé le travail, on a généralement valorisé le labeur, l'effort, sous toute forme que ce soit. Eh bien, une personne à qui je dis glandouille, elle va me dire, ah, je me sens mal de glandouiller, je culpabilise. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Vraiment. Quand tu culpabilises parce que tu glandouilles, accepte cette culpabilité. Pourquoi? Parce que c'est la première phase en fait de rémission. Ça paraît bizarre, hein. Mais si tu acceptes cette culpabilité comme faisant partie intégrante du processus, ça veut dire que tu es en train de changer. On va se débarrasser de la culpabilité en l'affrontant jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Je répète cette phrase. On va se débarrasser de la culpabilité en l'affrontant jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Donc, pour toutes les personnes qui sont en phase aiguë, on dit phase aiguë, en gros, vous venez d'être diagnostiqué et que là, votre corps, il vous dit, écoute, retourne dans ton lit, mets ta couette jusque-là et fais rien. Glandez, acceptez la culpabilité que vous allez recevoir de mon Dieu, je laisse mes collègues tout seuls, mon Dieu, je devrais être en train de bosser, mon Dieu, je devrais préparer les nouilles pour les petits. Non, là, c'est le moment où vous d'abord, quoi. C'est vraiment important. Pour ceux ou celles qui ont vu mon webinar, moi, je suis un militant extrême du concept d'égoïsme salutaire. Là, c'est vraiment le moment où vous êtes dans un avion, il y a une dépressurisation, on dit le masque, c'est sur toi que tu le mets maintenant, Martine. C'est pas sur les autres, c'est pas sur tes collègues, tes enfants, tout ça, t'oublies, ça sera plus tard, ça. Maintenant, reprends ton oxygène, Nesliane, et tu verras, tranquillement, ensuite, tu pourras passer à la phase thérapeutique à proprement parler. Nesliane me dit, je ne me sens pas prête à reprendre pour le moment mon travail. Bah, tu m'étonnes, ça fait 15 jours. C'est normal, hein, d'accord? C'est normal. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en plein dans le driver soit fort. Vous voyez, on a quelqu'un qui vient de se péter un burn-out, et elle me le montre en fait à travers ses mots, hein. Je ne sais pas si vous allez être sensible. Je vais vous expliquer comment je vois les choses. Bon, il y a un petit peu d'habitude, mais je vais vous montrer clairement comment je vois les choses à travers ces mots-là. J'ai une personne qui me dit, j'ai été diagnostiqué depuis le 6 mars. Donc moi, dans ma tête, ça fait longtemps qu'elle a pété son burn-out, mais elle vient seulement d'exploser. Et deux phrases après, ah, j'essaye, mais j'y arrive pas et je me sens pas prête à reprendre mon travail. On sent qu'il y a une forme j'ai envie de le reprendre, mais je peux pas. C'est pas le moment de le reprendre. Ce n'est pas le moment de le reprendre. Là, ton corps, il est vraiment en train de te dire, là, si tu t'arrêtes pas, là, c'est moi qui vais t'arrêter définitivement. C'est ça qu'il est en train de te dire, ton corps. OK? Eh ben, regarde, je lis la suite en même temps. La suite, c'est une suite assez logique. C'est j'angoisse à chaque fois que la fin de mon arrêt de travail approche. Donc ça, c'est normal. Quand vous angoissez à la fin d'un arrêt de travail, il y a deux solutions. Le premier, c'est que c'est vraiment pas le bon moment pour reprendre. Vous n'êtes pas outillé pour reprendre. Donc, votre inconscient, vous savez, on a deux systèmes. On a un système de pensée consciente, un cerveau logique, un cerveau réfléchi.
Et puis on a un système de pensée inconsciente. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo. Moi, j'appelle ça le disque dur de notre ordinateur, pas le disque dur, le système d'exploitation de notre ordinateur, notre métalogiciel, notre inconscient, qui est en train de se bagarrer avec notre conscient. Peut-être que notre conscient, il est en train de dire, ah, il faudrait que je travaille parce que je suis en train de commencer à perdre du salaire. Mais mon inconscient, il est en train de me dire, fuck you, là, t'es crevé, t'es cramé, tu vas pas y retourner bosser. Et donc, il y a un petit conflit entre les deux systèmes qui va générer de l'angoisse. C'est normal. J'essaye de contrôler l'incontrôlable. J'essaye de contrôler consciemment mon inconscient. Et là, il y a pétage de plomb, ce qui est normal. Donc, j'expliquais que en général, quand vous angoissez avant de reprendre le boulot, quand vous êtes en burn-out, c'est normal. Soit le boulot n'a pas été fait. Quand je dis le boulot, c'est soit vous n'êtes pas prêt à reprendre parce que vous n'avez pas été outillé. Qu'est-ce que j'appelle être outillé pour retourner au travail? C'est pas seulement rester chez vous, glander pendant 15 jours, 3 semaines. Ça, c'est essentiel, mais c'est juste super insuffisant en fait. Un traitement de burn-out où on te dit reste chez toi et glandouille, c'est suicidaire de dire ça à quelqu'un. Parce que la personne, elle va glandouiller pendant 3 semaines, typiquement comme peut-être Nesliane, et dans sa tête, ça va être j'ai envie, mais j'y arrive pas à glandouiller, puis je culpabilise, je culpabilise. Elle va retourner au boulot parce que son médecin va dire bon, allez, quand même, 2 arrêts de travail, je vais la remettre au boulot. La sécu, sinon, elle va me taper sur les doigts. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va se remanger elle va se remanger la pression du travail très rapidement, en fait. La pression du regard des autres, les collègues, les clients, le manager, que sais-je. La montagne de tâches qui va s'accumuler. Donc, si on n'est pas assuré de pouvoir réaffronter le monde du travail comme ça, on va être sûr et certain, c'est qu'on va rechuter, en fait. Et si on suit ce raisonnement-là, mais en fait, on ne rechute pas. C'est pas une rechute, c'est juste qu'on n'a pas guéri de son burn-out. Donc, un burn-out comme ça, où j'entends des personnes qui me disent, tu sais, Théo, j'ai fait 3 burn-out. Non, non, t'en as pas fait trois, Jean-Jacques. T'en as fait qu'un. C'est pour changer de Martine. T'en as fait qu'un seul, qui n'a jamais été traité comme il se doit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, bah, tu as retrouvé un peu d'énergie, tu es retourné au boulot jusqu'à ce que cette énergie, elle s'érode. Et comment notre énergie, elle peut s'éroder au travail? J'en ai parlé. Premièrement, bah, il y a une accumulation de tâches. Tiens, c'est marrant, quand je fais ça, Zoom, il fait des petits pouces. Zoom m'auto-congratule, je suis content. Donc, ce qui va se passer, c'est typiquement, si je ne suis pas outillé, je vais me retrouver au boulot un peu plus ralenti parce que quand je fais un burn-out, j'ai une atteinte cognitive, j'ai un peu plus de mal à me concentrer, mais la montagne de tâches, c'est toujours la même. Il n'y a pas de raison que le boulot soit devenu plus cool pendant mon arrêt. Ça n'existe que dans le monde des bisounours. Je vais retourner au boulot, je suis moins efficace qu'avant, la montagne de tâches va s'accumuler. Et moi, je vais rentrer en pression, me dire, mon Dieu, je suis pas au niveau, je suis plus au niveau qu'avant. Je vais commencer à me maltraiter, à mal me parler, je vais commencer à me dire, mon Dieu, je suis nul, je suis nul. Mon estime de moi va se replonger encore une fois. De même, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais commencer à regarder les autres en me disant, mon Dieu, ils vont le voir que je suis pas aussi bien qu'avant. Et qu'est-ce qui va se passer? Mon estime de moi va encore replonger, mon niveau de stress va au contraire lui péter les plafonds. Et à un moment donné, il y aura le tant attendu rendez-vous entretien avec mon manager, où là, on va se mettre d'accord sur, ouais, ça va plus en fait. Et pourtant, moi, j'aurais eu l'impression de tout donner à ma boîte. J'aurais eu l'impression de faire le maximum. Et j'aurais quand même des critiques. Ben, en fait, on vient d'expliquer ce qu'il va falloir faire à un moment donné si on veut résoudre complètement son burn-out. Si on veut résoudre complètement son burn-out, il y a une partie purement cognitive, psychologique et physiologique. Clairement, ça, il faut le faire. Mais ensuite, et ça, je veux insister là-dessus parce que c'est une énorme composante du burn-out et on n'en parle jamais, apprendre à gérer son temps. C'est une composante ultra importante qui va entraîner les gens vers le burn-out. On passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans des tâches qui sont super chronophages, mais qui en fait ont un retour sur investissement absolument naze. Pourquoi? Alors, il y a plein de raisons à ça, mais très souvent, c'est parce qu'on a un petit driver qui est le driver soit parfait qui est là. Alors, le driver soit parfait, c'est quoi? Vous avez ça en vous aussi. Quand vous étiez petit, vous aviez 10 matières à apprendre, le français, l'histoire, la géo, etc. Il suffisait qu'il y ait une des matières où vous étiez nul et on vous tombait dessus comme la vérole sur le bac clergé. Bon, en gros, on était en train de vous dire, faut que tu sois bon partout. Dans notre cerveau à nous, ça a généré toutes les tâches ont la même importance. Même le solfège. Tu dois être aussi bon en solfège qu'en maths, Jean-Jacques.
Et donc, on se met la pression pour tout. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, le gamin qui avait appris ça, intégré ça, il va mettre sur un même pied d'égalité toutes les tâches qu'il a à mettre en place. Il ne saura pas distinguer les tâches à forte valeur ajoutée, où là, il doit mettre de l'énergie, et les tâches où il doit lever le pied, voire les supprimer, voire les dégager. Donc, apprendre à retrouver une maîtrise de son temps, un contrôle de son temps, et il y a des vraies solutions pour ça fait partie intégrante de la rémission du burn-out. Et il manque un dernier truc. Il en manque plein en fait, hein. Il manque encore deux trucs énormes. Le premier truc, j'allais dire, qui va manquer, c'est est-ce que je suis bien à ma place en fait dans ce métier? Est-ce que je m'épanouis ou est-ce que je fais ça parce que c'est mon gagne-pain? Donc c'est là où ça peut être intéressant, je répète, de ne pas faire de bilan de compétences, de faire un bilan d'appétence, qui est radicalement différent. Moi, Théo Duverger, ancien docteur en médecine vétérinaire, je pète mon burn-out, je fais un bilan de compétences. Monsieur, bah vous êtes compétent dans quoi? Bah moi je sais mettre ma main dans le trou de balle d'une vache et diagnostiquer son cycle ovarien. Bah monsieur, on a fait une étude de métier, vous allez devenir inséminateur bovin. Voilà. Bah tu peux être sûr et certain qu'un an et demi après, je repars en burn-out, hein. Ça me plaît pas, ça ne me plaît pas. Tous les jours je vais à la mine, je vais au charbon. J'y vais parce que j'ai des crédits sur le dos, parce que il faut que je donne à manger à ma fille, etc. Mais ça ne me plaît pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, je risque de faire ce métier-là pendant combien de temps encore? Je vais attendre la retraite indéfiniment comme ça jusqu'à me crever la santé, le moral? Peut-être qu'il va être temps à un moment donné de faire un bilan d'appétence pour me dire qu'est-ce que j'aime moi? Moi, ce que j'aime, c'est résoudre des problèmes. Moi, ce que j'aime, c'est l'humain. Moi, j'aime résoudre les problèmes des humains. Très bien. Bah, le coaching, ça me va bien. Donc, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir apprendre à gérer mon temps. Il va falloir se poser des vraies questions. Bilan d'appétence. Bon, ça c'est super, hein. Ça c'est super quand vous habitez tout seul sur une île déserte. Et seul sur Mars. Très bon film d'ailleurs. Ça marche. Et ça, vous êtes sûr et certain que vous faites ça, c'est bon, vous n'avez plus de burn-out. Le problème, et ça c'est chiant, je vous l'avoue, le problème c'est que bah, on vit avec des gens en fait. C'est rare qu'on vive tout seul dans une grotte au fond des bois. On vit avec des gens, ce qui veut dire que quand on est avec des gens, il y a un moment donné, il va falloir savoir, et c'est une compétence qui s'apprend, il va falloir apprendre à prendre sa place. Et ça veut dire quoi prendre sa place? C'est parfois apprendre à dire non correctement. J'ai beaucoup trop de personnes qui me disent: ah oui, mais Théo, moi une fois j'ai dit non et ça a été mal pris. Ben je le sais, Jean-Jacques. Mais comment t'as dit non? Bah oui, tu l'as mal dit, tu l'as mal dit. Jean-Jacques, ça fait partie des gens qui sont du style je dis rien, mais quand ça pète, ça pète. Bon, alors déjà, 9 fois sur 10, ces gens-là, ils ne diront jamais rien, donc ils vont se faire écraser. Et si jamais ils sont acculés, c'est pas un gros mot, hein, si jamais ils sont dos au mur, pour les esprits mal tournés, et que à un moment donné, ils sont pris au vif, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont mal s'exprimer. Ils vont péter un plomb, ils vont être agressifs, et donc ils ne se feront pas entendre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire: ah bah il y a eu un manque de reconnaissance dans ma boîte. C'est vrai qu'il y a parfois des manques de reconnaissance dans une boîte, je vais pas le nier, mais croyez-moi, d'expérience que j'ai, il y a surtout plein de gens qui ne savent pas prendre leur place. Il y a des gens qui ne savent pas s'exprimer pour pouvoir prendre leur place avec quelqu'un qui hiérarchiquement est plus élevé qu'eux. Parce que il y a une espèce de projection, il y a une espèce d'hyperpolitesse chez ces personnes-là qui fait que j'ose pas demander, je ne sais pas comment dire non, je ne sais pas m'exprimer. Et donc, ces compétences relationnelles, on va dire, c'est fondamental. Donc, psy, gestion du temps, qui je suis moi et qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je veux faire. Et enfin, compétences relationnelles. C'est pas quelque chose qui s'invente comme ça, des compétences relationnelles. C'est quelque chose qui se travaille. C'est pas quelque chose d'évident à acquérir. C'est pas quelque chose avec lequel on va naître. Il y a des méthodes pour ça. Ça, c'est pour tous les gens qui me disent: ah bah j'ai essayé, puis ils m'ont pas entendu, et puis ils m'ont dit de toute façon, personne n'est irremplaçable. Bah, comment tu l'as dit en fait la chose? Est-ce que tu as eu le temps de construire la relation avant de t'exprimer? Ça fait partie du process aussi. Construire la relation avec une personne, c'est savoir mettre des limites. Savoir mettre des limites, tu verras que dans une entreprise, c'est marrant, hein, il y a toujours la tête de con et la personne qui va être l'esclave, le soumis.
La tête de con, on pourra rien lui dire parce que le gars, il va toujours ronchonner, on lui dira rien parce que non, mais attends, Michel, on va pas l'emmerder parce que Michel, il a une grande gueule comme ça, il va toujours l'ouvrir. On n'ose pas lui dire. Par contre, Martine, qui est toute mignonne, toute soumise, elle, on va la charger. Alors, il y a un juste milieu, tu vois, entre ça. Il y a un juste milieu. Et ça fait intégralement partie. C'est pas un truc, vraiment, j'insiste, hein. C'est pas un truc anodin, c'est pas un truc qui s'invente, c'est pas un truc qui est inné, les compétences interrelationnelles. C'est quelque chose qui se travaille, mais ça fait partie intégrante de la rémission d'un burn-out. Alors, je reviens sur Nesliane. Ah bah oui, Nesliane me dit, est-ce que mon état est normal? Bon bah je pense que c'était la question. Bah je pense que la question, j'y ai répondu. Oui, Nesliane, c'est entièrement normal de se sentir comme ça, d'être en angoisse. La deuxième, parce que quand même, j'avais dit, il y a deux solutions, il y a deux raisons pour lesquelles on angoisse avant de reprendre. La première, c'est parce que je ne suis pas prêt, et je ne suis pas prêt, donc je vais retomber. Ça, c'est normal. La deuxième, c'est parce que très souvent, il y a une fraction de moi qui est encore dans le doute de je suis capable d'y retourner. Nous, on voit, c'est les personnes qu'on accompagne, on sait qu'elles sont en béton armé. On sait on les a sorties, elles sont au top, elles sont bien machin, mais elles vont dire à leur coach, ah, j'angoisse, je suis encore stressé, etc. Ben, c'est normal en fait. C'est normal que tu sois angoissé et stressé, mais moi, ton coach qui a vu ton progrès, qui a vu ton évolution, moi, je te donne le feu vert parce que je sais que tu peux y aller. Et ce qui va se passer, c'est que la personne, quand elle va retourner au travail, ok, elle va valider le fait qu'en fait, elle est costaud, elle est suffisamment forte pour pouvoir le faire. Je vais vous donner une métaphore. C'est un petit peu comme si nous, on récupérait des gens euh, qui avaient jamais fait de sport de leur vie, qui avaient encaissé plein de coups, et on leur dit, ben voilà, Jean-Jacques, dans un mois, tu vas combattre Mike Tyson. 3 mois. La méthode, elle dure 3 mois. Dans 3 mois, tu vas combattre Mike Tyson. Alors, j'ai une personne qui va me dire j'angoisse et qui va rien faire. Bah, c'est normal que tu angoisses. Si t'es pas armé pour affronter Mike Tyson, tu vas te faire défoncer. Et puis, il y a des personnes qu'on va entraîner, qu'on va coacher, à qui on va donner des outils de remédiation cognitive pour arrêter le moulin du cerveau, pour dégager les drivers, pour retrouver la confiance en eux, pour retrouver leur chemin de vie aussi avec les coachs qui sont spécialistes sur justement les bilans d'appétence. Et là, la personne, au bout de 3 mois, nous, on va lui dire, ouais, t'es prête. T'es prête à l'affronter, Mike Tyson. Là, c'est bon, t'as du muscle, t'as de la technique. Tu vas te prendre un coup, deux, mais tu vas en rendre deux ou trois. C'est OK, vas-y. Là, maintenant, ton niveau, il est bon. C'est aussi ça le rôle du coach. C'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir un thérapeute, un coach, un médecin, avec qui on va vraiment avoir un dialogue, avec qui on va vraiment échanger. C'est c'est hyper important d'avoir une personne de confiance. Malheureusement, souvent, c'est pas dans notre sphère familiale qu'on va pouvoir la trouver parce que eux, ils nous aiment bien, donc ils veulent nous protéger. Avoir une personne, un tiers de confiance, thérapeute, psy, coach, médecin, avec qui vous avez la possibilité de pouvoir échanger sur votre état, comment vous sentez, et qui sera objectif par rapport à vous. Parfois, c'est lui qui vous donnera l'impulse de dire, vas-y, vas-y Martine, c'est bon, t'es prête, on y va. Et puis t'inquiète pas, je suis là dans les cordes. S'il y a quoi que ce soit, je jette l'éponge, on te remet un arrêt, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, c'est ok, ça passe. Ne restez pas seul, je le répète, votre driver soit fort fait que vous n'allez pas oser demander d'aide. Ça fait partie du driver soit fort, hein, d'accord? Donc, typiquement, ne restez pas seul. Trouvez un coach, un thérapeute, un médecin, quelqu'un qui connaît son truc et avec qui vous allez pouvoir échanger. C'est toujours très très bon d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez échanger de manière objective. Le membre de votre famille, malheureusement, bon, pendant la phase où vous êtes en burn-out, il va falloir qu'il soit patient parce que peut-être qu'il ne comprendra pas, il ne vous comprendra pas, peut-être que vous allez vous sentir jugé aussi parfois, ça peut exister malheureusement, mais c'est pas son rôle, on va dire, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle de pouvoir vous dire t'es prête, t'es pas prête. OK? Allez, on continue alors. Alors, j'ai une grande question de Benoît. Tadam, je vais résumer. Alors, Benoît qui me dit je sens vraiment que je suis dans mes limites, je suis épuisé, fatigué, vaseux et j'ai des vertiges. Je suis à bout. Sans avoir du tout de tendance suicidaire, je te rassure. Bon, on est dans un bon burn-out. Peut-être suis-je simplement usé, bah oui. J'ai juste l'impression que je vais m'écrouler, que mon corps morfle, mon cœur s'esquinte. Ça, c'est vrai, hein. Quand vous faites un burn-out, vous bousillez votre corps. Si je reprends
Allez, on va faire un micro-poil de physiologie. Pas grand-chose, vous inquiétez pas, j'ai envie de vous garder à la fin jusqu'à bout avec moi. Vous avez dans votre corps une petite glande très mignonne. Vraiment, elle est jolie en plus. Bon, si ça tentait qu'une glande est jolie, qu'on appelle la glande surrénale. Ça se trouve juste au-dessus du rein, surrénal, comme son nom l'indique. Et cette glande-là, elle a tendance à être super importante dans votre vie de tous les jours parce que elle va produire, elle va sécréter des petites substances qui vont être géniales. Parmi ces substances, vous avez ce qu'on appelle les glucocorticoïdes. Dans les glucocorticoïdes, vous savez ce que c'est, la cortisone, le cortisol, ça vous parle? Je vois des oui de la tête, génial, cool. Le cortisol, c'est super. Si et seulement si, c'est bien dosé. J'allais dire, c'est comme toutes les drogues. Pour tous ceux qui ont moins de 18 ans et qui me prennent au premier degré, n'écoutez pas ce passage. Pour tous les autres qui voient que j'ai du second degré, écoutez ce passage. C'est comme toutes les drogues. C'est la dose qui fait le poison. Le cortisol à basse dose ou bien utilisé pour votre corps, c'est top. Mais si on en abuse, qu'est-ce qui se passe? Bah, si on en abuse, le cortisol, c'est super toxique. Vous allez peut-être souvent entendre parler les gens qui vont vous dire cortisol égale hormone du stress. Ça, si vous avez déjà entendu ce genre de truc, c'est typique. Cortisol, hormone du stress. Or, qu'est-ce qui va se passer chez une personne en burn-out? Eh ben, on va être en stress. Et on va être en stress permanent. Or, ce stress permanent va relarguer en permanence du cortisol dans votre sang. Et ce cortisol, il va avoir des effets sur vos tissus. Il va dégrader les tissus au fur et à mesure. Pas tout de suite. Il va avoir des effets boostants au début. Vous savez, c'est le bon stress. Quand vous avez un marathon à courir, quand vous avez un examen, c'est bien d'avoir un petit coup de stress pour pouvoir, boum, être plus performant. Mais le problème, c'est que ce cortisol, à force, va aller détériorer votre corps. Vous allez avoir des détériorations du corps qui peuvent entraîner à terme des pathologies pas cool, cardiovasculaires. Donc, quand j'entends j'ai mon cœur qui va morfler de la part de Benoît, je me dis be careful, my friend. En français, c'est fais attention, Benoît, même si je sais que tu sais parler anglais, Benoît, parce que je t'ai déjà eu au téléphone. Donc, typiquement, faites super gaffe à ça. Ça, c'est vraiment des signes où il doit y avoir un arrêt immédiat. Votre santé, bordel, elle vaut plus que votre paye. Alors, on n'est pas dans des pays où vous n'êtes pas protégé. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, si votre santé, si demain vous vous faites un putain d'AVC, il n'y a plus que les yeux pour pleurer, quoi, hein. Votre santé, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Et que vous ayez 20 ans, que vous en ayez 50, ne faites pas les marioles. Ne faites pas les marioles. Il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour faire attention à ces signaux d'alerte. J'insiste, je suis un petit peu vénère quand je parle de ça parce que j'ai pas envie de vous voir péter des plombs. C'est important. Donc, je continue ce qui nous dit mon ami Benoît. Peut-être suis-je simplement usé. Bah, tu m'étonnes. Je crains le karoshi japonais. Ah, Benoît est quelqu'un qui a de la culture. Le karoshi japonais. Qu'est-ce que c'est que le karoshi japonais? Vous savez ce que c'est que le karoshi japonais? Le karoshi japonais, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Toujours hein, le nom de la chaîne YouTube, pour ceux qui savent. Trouvez-la, parce que je ne sais plus le nom de ma chaîne YouTube. Ça doit être Théo Duverger, Quick Change, un truc comme ça. Karoshi, c'est quoi? Karoshi, c'est quoi? Karoshi, c'est quoi? C'est une maladie qu'on retrouve au Japon, mais c'est le burn-out japonais en fait qui fait que les gens claquent, les gens meurent d'épuisement. Les mecs, ils sont tellement ouf qu'ils vont jusque-là, en fait. Il y a une histoire que j'avais racontée, je crois, sur la chaîne YouTube, d'une jeune journaliste à qui on avait demandé de couvrir un événement. Elle a tellement travaillé, jour et nuit, en prenant café, guronzan et roule ma poule, que son cœur a lâché, en fait. C'est le karoshi. Et donc, je répète, dans la même phrase, j'ai Karoshi et mon cœur est en train de morfler. Benoît, là, c'est déconne pas. Là, c'est le moment, t'appelles ton médecin direct, tu lui dis, là, stop, je peux plus. OK? Or, la semaine dernière, j'ai fait des analyses. Ah, magique. Alors, Benoît nous dit, la semaine dernière, j'ai fait des analyses de sang, tout est à peu près OK. Je suis allé voir un cardiologue, idem, RAS, tout est OK. Or, je me sens si faible et à bout toute la journée et surtout quand je sors du travail. Alors, voici ma question. J'arrête là parce que là, il y a quelque chose de fondamental. Entre ce que vous détectez à la prise de sang et la réalité de votre ressenti, il y a parfois un grand écart de maboule. Vraiment. Je vais vous donner un exemple personnel, mais d'abord, je voudrais qu'on revienne sur la prise de sang.
Souvent, quand vous allez voir votre médecin, et que vous avez un médecin qui n'a pas le temps parce que malheureusement, vous savez comme c'est aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous chez le médecin, déjà c'est une tannée, il n'y en a pas assez de médecins. Franchement, il n'y en a pas assez. Les mecs, ils s'enchaînent des consultations en veux-tu, en voilà, donc ils ont 5 à 10 minutes pour vous maximum et c'est l'enfer, les pauvres. Les pauvres, franchement, les pauvres. Donc, vous leur dites, je suis pas en forme, etc., machin, ils vont vous faire une... En plus, alors Benoît, je sais qu'il a la cinquantaine, ils vont lui faire quoi comme prise de sang? Ils vont faire triglycérides, les enzymes hépatiques et le rein. Globalement, ils vont faire ça. Pour aller plus loin, dosage cortisol, dosage des hormones thyroïdiennes, dosage de la ferritine, dosage des micronutriments. On n'est pas seulement sur une prise de sang globale, les amis. Il faut aller dans des choses un peu plus spécifiques pour avoir une prise de sang vraiment précise. J'insiste sur les hormones thyroïdiennes. La thyroïde, petite glande qui se trouve par là-bas, qui est hyper importante pour votre énergie. La thyroïde, elle prend super cher aussi, généralement, quand on est en burn. Donc, une prise de sang déjà très, 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 très complète va être super importante. Ça, c'est la première chose. Maintenant, parfois, vous allez aussi remarquer une chose, c'est que, alors quand je dis prise de sang, on va regarder aussi les ions, hein, potassium, magnésium, ce genre de trucs, hein. On ne se contente pas, non, on se contente pas d'une numération formule, c'est-à-dire des hématies, des globules rouges et toutes les petites bébêtes qu'on a dans le sang. On regarde aussi les enzymes, on regarde aussi les ions. J'ai perdu mon idée? Non, c'est bon, j'ai pas perdu mon idée, je la retrouve. Maintenant aussi, on a une décorrélation parfois entre la prise de sang et notre ressenti. Pourquoi? Et là, je vais vous demander d'ouvrir vos chakras. Pour ouvrir vos chakras, je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire-là, peut-être qu'elle va vous permettre d'ouvrir vos chakras. Moi, je ne suis pas un gars qui a les chakras ouverts. Encore une fois, je suis un terrien, quoi. Je suis un veto. Une molécule, elle va dans un récepteur, elle fait une cascade biochimique, on crée une protéine. Cette protéine, elle va dans un récepteur, et bim, boum, boum, ça y est, la maladie, elle est résolue. Bon. Sauf que il m'est arrivé lors de mon burn-out exactement la même chose que Benoît, c'est-à-dire prise de sang, je vois pas grand-chose, etc., etc. Et j'en ai déjà parlé sur des lives, je crois, mais c'est le moment de le redire. À ce moment-là, je me dis, bon, la médecine traditionnelle, elle peut pas faire grand-chose pour moi. Elle peut pas m'aider. Là, aujourd'hui, j'ai pas grand-chose. Et je me suis fait violence. Je me suis fait violence et on me parlait pendant longtemps d'un médecin chinois qui faisait de la médecine chinoise. Il avait la double casquette. Il était vraiment chinois, il faisait de la médecine chinoise. C'est pour ça que je dis ça. Et qui faisait de la médecine chinoise à base d'aiguilles, je sais plus. Bref, il faisait de la médecine chinoise avec des massages, etc., machin, ceci, cela. C'est pour te montrer à quel point je connais cette méthode-là, hein. Ça me parle pas du tout. En désespoir de cause, je suis allé le voir. Et le gars m'a raconté ma vie juste en me prenant les poux. Il a palpé mon pouls à droite. Et alors, apparemment, on a, je sais pas combien, 6 ou 12 poux, j'en sais rien. Bon, il a palpé mon pouls à droite, il a palpé mon pouls à gauche. Et je vous jure que c'est vrai, sans le connaître ni d'Ève ni d'Adam, le gars m'a raconté ma vie. Et il m'a expliqué des trucs du style, tu as un épuisement du rein qui est en rapport avec ton foie. Ah ouais, mais il y a l'énergie du cœur qui va pas du tout. Et moi, je le regarde comme ça avec ma prise de sang et mon background de veto. Je lui dis, ah, arrête de te foutre de ma gueule. Le rein, il va très bien, le cœur, il va très bien, le foie, il va très bien. Et lui, il me dit, non mais ça n'a rien à voir en fait. C'est énergétique ton truc. Mm. Tu sais, moi, tu me dis ça, je rigole. Je dis, oui, oui, t'as raison, t'as raison. C'est énergétique. Sauf que le gars, il me fait une séance d'acupuncture et il me fait son massage Twina. C'est un massage Twina, ça y est, j'ai retrouvé. Eh ben, je te jure que c'est vrai. Alors, il se peut qu'il y ait un effet psychologique, il se peut qu'il y ait un effet placebo, mais dans les 15 jours qui ont suivi, j'ai eu une patate incroyable. Et toutes mes croyances justement sur la maladie traditionnelle, la médecine, on va dire occidentale, qui était la panacée, etc., a été explosée ce jour-là. C'était il y a à peu près 10 ans. Et depuis, je te jure qu'à chaque fois que je croise un Chinois, je le regarde plus pareil. Je plaisante, mais c'est hyper important. Quand tu vois que la médecine, on va dire occidentale, celle que tu connais, faut quand même explorer, hein, attention, hein. Il y a des deux faces sur une pièce, hein. Quand la médecine occidentale, elle peut à un moment donné avoir des limites, ça peut être intéressant en complément d'aller explorer. Je dis bien en complément. Je ne dis pas que la médecine chinoise, que tout ce qui est médecine bizarre,
que j'appelle encore médecine bizarre, c'est la panacée. Je dis qu'il faut explorer les deux. Tant qu'on n'a pas trouvé, mais il y a aussi une autre chose qui est présente très forte, c'est que je pense, quoi qu'il arrive, Benoît, qu'il y a une démotivation, en tout cas dans ton travail, dans ce que je lis, qu'il y a une grosse fatigue aussi. Donc, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, ton système global est en train de te dire, pareil qu'à Nesliane tout à l'heure, va te coucher en fait. Va te coucher et fous-toi la paix. Ça, c'est vraiment la chose que tu dois retenir. En tout cas, j'espère que tu vas le retenir aujourd'hui parce que c'est hyper important. Nini, nini. Alors, ben voilà. Tadam. Ça, c'était pour toi, mon cher Benoît. On a Pauline. Salut Pauline, qui nous dit 3 ans après mon burn, malgré des évolutions positives, tant mieux, j'éprouve encore des difficultés à trouver un équilibre entre vie professionnelle et le reste. Je sens que je vais m'éclater avec cette question. Alors, Pauline nous dit, une de mes principales difficultés est de réduire mon temps de travail hebdomadaire. Pauline, si tu étais là en début, je te remercie parce que tu es en train de boucler sur le développement que j'ai fait avec Nesliane. Qu'est-ce que j'ai expliqué sur le burn-out? L'une des énormes composantes du burn-out, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? C'est je ne sais pas gérer mon temps. Ok? Je ne sais pas gérer mon temps. Je ne juge pas, hein. Je ne juge pas, c'est ok. Pareil, c'est un apprentissage. Il y a des techniques. C'est pas un truc qui se fait au doigt mouillé, la gestion du temps. Il y a des vraies techniques, il y a des datas à mesurer. Donc, ici, dans ce que je viens de voir, déjà, peut-être, Pauline, je t'inviterai à regarder des techniques de gestion du temps qui peuvent être déjà intéressantes. Maintenant, peut-être que tu as des contraintes professionnelles que je ne connais pas, hein. Si on avait un échange en one-to-one directement, on pourrait être un peu plus précis. Mais en tout cas, moi, déjà, dans ce que je lis, ça me donne déjà un indice de, ouais, il y a peut-être un truc sur la gestion du temps qui est à voir. Maintenant, il y a aussi un autre truc qui est intéressant. Et ça, c'est pour tous ici. Je vais faire une petite piqûre de rappel. J'éprouve encore des difficultés à trouver un équilibre entre vie pro et le reste. C'est quoi le reste? Bah, Théo, c'est la vie perso. Ok. C'est quoi la vie perso? Ben, c'est le temps que je passe avec mon mari. Non, ça, c'est la vie de couple. Ah oui. Bah, c'est le temps que je passe avec mes enfants. Non, ça, c'est la vie de famille. Bah, oui, t'es chiant, Théo. Oui, je sais. Bon, alors, c'est le temps que je passe avec mes amis? Non, ça, Pauline, c'est le temps social. Alors, c'est quoi la vie perso? Quand vous devez équilibrer votre vie, vous devez équilibrer, salut Christine, 5 temps dans votre vie. Vous devez équilibrer la vie professionnelle, ça évidemment, si vous êtes là, si vous le savez, mais vous avez 4 autres temps à équilibrer. Vous avez la vie de couple, la vie de famille, la vie sociale et la vie personnelle, qui est pour moi la plus importante et celle par laquelle vous devez commencer. D'ailleurs, je ne vais pas utiliser le plus petit doigt parce que c'est le plus petit, je vais utiliser celui-là. C'est celle par laquelle vous devez commencer, la vie personnelle. Or, c'est quoi la vie personnelle? La définition de votre vie perso, ça c'est important à l'entendre, donc je vais le répéter, c'est le temps de qualité que vous passez avec vous-même. Et je dirais même, c'est le temps et la relation de qualité que vous entretenez avec vous-même. Je répète, c'est le temps et la qualité de la relation que vous entretenez avec vous-même. Alors ça veut dire quoi ça? Si je passe du temps avec moi, à me dire ouais, faut que je fasse du sport, ouais, bon, j'aime pas le sport, mais il faut que j'en fasse parce que c'est bien pour moi. C'est pas du temps de qualité ni une relation de qualité, ça. Ça, c'est du temps de il faut, je dois. La vie perso, c'est le temps et la relation de qualité que vous éprouvez envers vous-même. C'est-à-dire le temps que vous passez à faire des trucs qui vous font vraiment, 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 vraiment plaisir. Ça, c'est pour les choses que vous allez faire juste pour vous. Quand vous allez nourrir votre temps par des choses qui vous font sincèrement plaisir, ce qui va se passer, c'est que vous allez créer à l'intérieur de votre système biochimique une perturbation. Mais une perturbation dans le bon sens. C'est comme si vous vous envoyiez, et en plus c'est gratuit, ah, je peux faire plein de trucs derrière moi. Trop bien. Je sais pas comment je l'ai fait, me demandez pas.
C'est comme si je fabriquais ma propre drogue, mon propre médicament pour me faire du bien. Donc, c'est le temps de qualité que je passe avec moi-même à faire des trucs que j'adore, mais c'est aussi la qualité de la relation que j'ai avec moi-même. Et c'est quoi la qualité de la relation avec moi-même? Est-ce que je passe encore mon temps à m'excuser tout le temps pour tout? Oh, pardon, excusez-moi de vous demander pardon, désolé, pardon, vraiment, je suis désolé. Arrêtez, bordel, de vous excuser. Bon, sauf si vous bousculez une mamie dans la rue, vous vous excusez. Mais sinon, vous arrêtez. Oh, pardon, désolé, je suis encore en retard. Non, merci de m'avoir attendu. Oh, pardon, pardon d'avoir coupé la parole, désolé, je me suis exprimé. Non, non, merci de m'avoir écouté. Transformez vos pardon d'eux en merci d'eux. Je sais qu'au début, ça va vous faire tout drôle. Mais souvenez-vous d'une chose, je reparle de votre inconscient maintenant. Faites très attention à ce que vous vous dites parce que vous vous écoutez. À chaque fois que vous vous excusez de vivre, bah, ok. Comment vous voulez réussir à prendre votre place en fait? Vous savez, nous, dans le Quick Change, l'un des premiers trucs qu'on fait avec les gens, on les interdit de s'excuser. Quand on a des gens qui arrivent en retard au coaching et qui nous disent «Oh, excuse-moi, pardon», ah non, allez, va faire 10 pompes et tu reviendras quand tu auras fini. C'est interdit de s'excuser. Est-ce que ça fait de vous des gens malpolis? Bah bien sûr que non. Ça fait de vous des gens qui vont apprendre à prendre leur place et à se respecter eux-mêmes. De la même manière, on va aussi veiller très fort à arrêter de se maltraiter, même pour rire. Ce que je veux dire par là, c'est quand j'entends des gens qui disent oh, je suis bête, oh, pardon, je suis conne, oh, pardon. Eh, mais ça va chier en fait. Moi, tu es en face de moi, tu me dis je suis bête, tu te prends une soufflante. Je t'interdis, comme j'interdis à ma fille, que tu te dises toi-même ces propres choses-là. Et t'en as pas marre de t'envoyer des pierres dans la tronche là? T'en as pas marre de te dire je suis bête, je suis nul, je suis con? Donc, à chaque fois que je vais me dire je suis bête, je suis nul, je suis con, que je vais me maltraiter psychologiquement, on va faire une rupture de pattern, donc on va faire des pompes, etc. Et on va s'envoyer un truc bienveillant. La transformation, elle va se faire progressivement. Mais l'équilibre de vie va toujours commencer par le temps et la qualité de la relation que j'ai envers moi-même. OK? Ça, j'insiste, hein. C'est pour toi, Pauline. Alors, je continue la question de Pauline. Donc, une de mes principales difficultés, on a vu, c'est son temps de travail. Eh bah oui. Et bah voilà la suite. Merci, Pauline, parce que vraiment, tu es un cas d'école. Ma question porte surtout sur les limites. Comment se les poser et comment réussir à les respecter. La question, elle est smart parce qu'elle ne dit pas ici, si on les lit bien, hein, comment les poser vis-à-vis de quelqu'un. Elle dit comment se les poser. Quand je lis ça, là, je vais regarder les coachs droit dans les yeux, les coachs qui sont dans la salle. Quand je dis ça, moi, je vois direct du driver, hein. Je vois que j'ai mon driver soit parfait qui est encore là, hein. Je vois que j'ai mon driver soit parfait qui est encore là et donc j'arrive pas à me poser la limite, quoi. La limite du très bien, non, 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 il faut que j'aille jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout, du bout. Donc, ce que j'entends clairement ici, c'est qu'il y a un travail qui a été fait. C'est un travail qui a été fait et on le voit, ça fait 3 ans qu'elle s'en est sortie. Il y a des évolutions positives, elle nous le dit. Mais pour moi, moi, je vois un sursis ici. Je vois une personne qui, clairement, a encore des drivers, a encore un souci à équilibrer sa vie pro et le reste de sa vie. Maintenant, comment faire pour réussir à nous poser nos propres limites? Je vais donner ma version du jeu à ça. Eh ben, la réponse, elle est dans la gestion du temps. C'est aussi simple que ça. Donc les deux sont corrélés. Comment je pose mes limites quand je fais des tâches? Ce que je vais faire, c'est que dans mon agenda, je vais répartir ces 5 temps de ma vie. Mon temps perso, je vais le mettre en premier. Pourquoi? Parce que c'est le plus important et c'est de l'égoïsme salutaire et c'est par là que je dois commencer. Ensuite, je vais mettre quoi? Je vais mettre ce qui me nourrit le plus, ce qui m'excite le plus. Mon temps de papa, mon temps de famille. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Mon temps social. Parce que vous savez un des principaux regrets qu'on a quand on crève, quand on est sur son lit de mort, hein, avec notre infirmière préférée, et en train de partir, c'est j'aurais dû rester proche de mes amis. Donc le troisième temps que je vais mettre dans mon agenda, c'est mon temps social. Le temps que je vais réserver à des amis, c'est du temps que je choisis pour eux. Alors, j'ai pas forcément besoin d'autant de temps que pour travailler, mais c'est du temps que je vais d'abord mettre dans mon agenda.
Ensuite, c'est parce que la saison est comme ça et que je suis full célibataire en ce moment, bah, j'ai pas de temps de couple, je mettrai le temps de travail. OK? Et oui, Sœur Martine, je suis toujours célibataire. Ça, c'est pour ceux qui étaient là le mois dernier. Bon, typiquement, vous avez compris, hein, c'est par la gestion du temps que je vais m'imposer mes limites. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est, moi, je vous donne un exemple. Je suis un passionné de Jiu-Jitsu. Mon Jiu-Jitsu, c'est mon temps perso. Mon Jiu-Jitsu, le sport en règle générale, je vais mettre entre 5 et 10 séances de sport dans la semaine. Et tout le reste sera fait parce que j'aurai fait le sport. J'aurai vu mes potes, j'aurai donné du temps à ma fille, clairement, mais le travail aura la limite de ah bah c'est l'heure d'aller au sport. Ah bah c'est l'heure d'aller à l'entraînement. Ah bah c'est l'heure de s'occuper de ma fille. Ah bah c'est l'heure de ceci, ceci, cela. Que on soit salarié ou non, bien sûr qu'on a des obligations. Bah je commence de 9 heures et je termine à 18 heures. J'ai mon slot sport à 18h30. J'ai mon slot sport qui va faire que la tâche, je vais l'arrêter, je vais quitter mon bureau pour aller à la salle de sport. Et si je veux jouer encore un petit peu plus, parce que au début, tout seul, j'ai peut-être du mal à me fixer mes limites, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une petite arsouille. Je vais utiliser une petite arnaque. Et c'est pour ça qu'on aime bien faire ça. On aime bien faire les coachings en groupe dans le Quick Change. Je vais m'engager auprès de quelqu'un. Quand vous faites un sport, et salut Juliana, je t'avais pas vu. Quand vous faites un sport où vous êtes avec quelqu'un et que quelqu'un vous attend, vous pouvez pas lui dire, ah, excuse-moi Michel, j'étais retenu au boulot, fallait que je finisse un truc à la compta. Parce que Michel, c'est ton pote, il va gueuler à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? Donc, typiquement, la petite arsouille, c'est engagez-vous auprès de quelqu'un. Ça sera au début ce que j'appelle parfois l'homme de paille qui va vous aider justement, vous, à être fidèle envers vous-même. Mais travail de fond quand même sur tes drivers, ma chère Pauline, hein. C'est important. Et sur la gestion du temps. On n'apprend pas à gérer le temps si on n'a pas pété son driver soit parfait. Tout est lié, hein. Alors, celle-là, j'ai été trop vite. Faut que je la refasse. Parce que là, ils vont se dire, j'ai pas compris, Théo. Si je... Alors, le driver soit parfait. C'est un petit programme. On a vu le driver soit fort tout à l'heure. Le driver soit parfait, c'est un petit programme inconscient dans votre logiciel inconscient qui dit en gros, soit tu as 20 sur 20, soit tu es une merde. Donc, ce que ça va générer, c'est du perfectionnisme. Je vais aller faire plaisir aux mouches, comme disait mon ancien mentor en théâtre. Et quand je vais faire ça, je vais perdre du temps. Je vais faire de l'efficace plutôt que de faire de l'efficient. Nous, on va aller chercher à faire du très bien, à faire du 16 sur 20 plutôt que du 20 sur 20. 16 sur 20, c'est une mention très bien au bac. Moi, perso, si ma gamine, elle me ramène une mention très bien au bac, bah, je suis pas mécontent. J'ai pas envie qu'elle ait 20 sur 20, tu vois, je m'en fous. Donc, on va amener une personne à avoir du 16 sur 20. Le 16 sur 20, c'est du mention très bien. Mais pour ça, il faut débugger d'abord le petit driver qui nous dit ah non, 16 sur 20, je suis vraiment trop nul. Oh, oh, tu te rends pas compte, je vais redoubler, ça va être horrible. Et c'est ça qui se passe, hein. Donc d'abord, je dois débugger ce petit driver, soit parfait, amener la personne ensuite, par la loi de Pareto, à être beaucoup plus efficiente dans ses tâches pour manager son temps. En gros, nous, c'est comme ça qu'on fait dans le Quick Change. Je continue ma Pauline. Flora, bonjour. Quand c'est trop compliqué, voire impossible, de mettre son mental au repos. Ah ah. Que ça tourne en boucle, même dans la méditation, qui réussissait à me déconnecter un peu. Ça fonctionne plus apparemment. Que c'est épuisant, je sors d'un gros traitement pour un cancer, car la fatigue mentale se rajoute à celle physique. Quelle solution pour arriver à enfin lâcher prise? Cordialement, Flora. J'adore ta question. Alors, j'adore ta question. Je vais être provoque, hein, vous le savez, vous me connaissez maintenant. La méditation, c'est bien. Mais, ma phrase préférée, on ne vit pas dans le monde de petits bambous. Ça n'existe pas. Non. Ton manager n'est pas un moine bouddhiste qui va arriver en te proposant une petite tâche de thé chaude. Mon cher Théo, j'aimerais avec beaucoup de bienveillance pouvoir te parler. Oui, bien sûr, cher manager adoré. Que vas-tu me dire?
Ça n'existe pas, ça, les chouchous. Là, on est plus dans un monde où, tu vois, c'est parfois un peu agressif. Tu vois? Et pareil, alors la méditation, c'est vachement bien. La méditation, c'est vachement bien. Ça abaisse le stress, c'est bon pour la santé. Mon Dieu que c'est bien. Mais c'est pas opérationnel. Bordel. Quand ton même manager vient vers toi, tout énervé, tout remonté à bloc, 80 kilos de muscles montés sur burne, et qui vient te voir avec des yeux comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas stresser. Tu vas pas lui dire, excusez-moi Jean-Louis, est-ce que je peux 2 minutes aller dans mon bureau, mettre de l'encens et puis des petits gongs, parce que j'aime bien les petits gongs, et puis je viendrai vous répondre dans 10 minutes. Ça ne marche pas. La méditation, c'est caca pour nous, en ce qui nous concerne. D'accord? Donc, on ne va pas. La méditation, c'est super bien, c'est formidable. Mais là, tout de suite, maintenant, non. C'est pas. C'est la méditation, ça a jamais appris une personne à prendre sa place. La méditation, ça va être vachement bien quand tu es vachement bien. Ça, c'est hyper important d'avoir ça en tête. Alors, sauf si tu es un méditant de longue date et que tu sais avoir ce niveau de méditation pour l'émotion, la contrôler tout de suite, évidemment, ça va être difficile. Alors, j'ai dit la méditation, mais je peux faire le même sketch avec d'autres techniques, hein. Allez, j'y vais. La cohérence cardiaque. Alors, moi, c'est vachement bien. Moi, je fais de la cohérence cardiaque. Imagine le même manager. Et là, tu vas le voir, tu vas faire, bouge pas. Mais qu'est-ce que tu fais, Martine? Ah, rien. Ta gueule, ta gueule. Ça ne marche pas. D'accord? On a besoin d'un truc qui permette de... Tac, ma pensée, elle redevient calme et pouvoir envoyer. Bon. Alors, maintenant que j'ai dit ça, comment on fait? On a développé, et ça, je remercie, parce qu'ils sont super chiants, et je les remercie vraiment. Vous savez, moi, quand j'ai démarré avec des dirigeants de boîte. Très, très, très grosse boîte. Le genre de gars qui a juste une demi-minute à te consacrer, et s'il a pas la demi-minute, et s'il y a dans une demi-minute avec toi, t'as pas montré par A plus B que il allait avoir des résultats, il te dit merci, t'es mignon, mais tu dégages. Alors c'est vrai que je suis mignon, mais j'ai pas envie de dégager. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on a fabriqué, en fait, on a élaboré avec ces dirigeants de boîte une méthode qu'on appelle le stop it. En tout cas, on l'appelle comme ça chez nous, qui permet justement à terme, je dis bien à terme, pas immédiatement, c'est un apprentissage de couper les pensées et de repartir. Le stop it, en gros, va être basé sur une forme de méditation, mais qu'on va rendre opérationnelle. Pourquoi? Parce qu'on va lui donner des difficultés à ce stop it. On va comme méditer, mais de manière ultra flash, 5, 10, 15, 30, 1 minute maximum, mais avec des niveaux de difficulté costauds où on va s'apercevoir que plus ça va, plus on arrive à être dans sa bulle. Jusqu'à l'épreuve suprême, tu es en train de me parler, j'entends ce que tu me dis, mais je m'en bats les steaks. Parce que je suis tellement dans mon stop it qu'il pourrait se passer n'importe quoi, je m'en cogne en fait. Donc, méditation solo ne suffit pas. Il faut la rendre actionnable, opérationnelle, en la mettant dans des niveaux de difficulté de plus en plus costauds. En général, les filles, les filles coach, vous me regardez si vous me faites oui de la tête, en 15 jours, 3 semaines, normalement, les gens, ils y arrivent. À peu près. C'est le temps qu'il faut. Ouais, je vois Sylvie qui dodeline. J'aime bien. Ouais, je vois Christine qui dodeline. Très bien. Impeccable. 15 jours, 3 semaines, c'est pas énorme, hein. Alors, je dis toujours aux gens, vous avez le choix. Soit vous faites 12 ans ou 20 ans dans un monastère Shaolin à méditer 20 heures par jour, et là, vous devenez un king. Soit vous faites le stop it pendant 3 semaines. Et à terme, claquement de doigts, tac, apaisement de l'émotion et apaisement du mental. Là, vous m'avez entendu faire un lien entre émotion et mental. Je vais... Pas le fromage, hein, l'autre truc. À cette heure-ci, je ne réponds plus de mes blagues. Oh purée, celle-là, elle est venue de je sais pas où. Donc, donc, typiquement, je viens de faire un lien entre l'émotion et le mental. C'est important de comprendre ça. Quand je dis, moi, vous m'entendrez rarement parler de gestion des émotions. Même si c'est vachement important, vous m'entendrez souvent parler de gestion du mental plus que de l'émotion. Pourquoi? Parce qu'une émotion est un phénomène naturel qui est intéressant d'entendre et d'écouter, mais de ne pas nourrir. Et qu'est-ce qui nourrit l'émotion? Bah, c'est le mental, en fait. Je vous donne un exemple. Si maintenant, là, pour ceux qui ont un petit creux, je vous fais imaginer votre plat préféré. Ce qui va se passer, c'est que vous allez choper une petite émotion. Et parce que c'est le mental qui génère ça. D'accord?
Et ben c'est pareil pour nous. Quand on a peur, quand on est frustré, quand on est anxieux, quand on est machin, on a d'abord un impulse qui va arriver vers nous, notre manager. Mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va rester dans notre émotion parce que notre cerveau va faire des films en fait. Et c'est ce moulin qui va générer que l'émotion continue, 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 ad vitam aeternam. Et elle peut même durer la nuit quand vous dormez. Il y en a plein qui ont des sommeils un peu pourris dans la salle, j'imagine. Parce que la nuit, vous continuez à résoudre des problèmes ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, le stop it, la manière de contrôler ce mental, contrôle de fait aussi cette émotion. Alors maintenant, il y a aussi un autre truc, hein. C'est une personne qui est excessivement, excessivement, excessivement fatiguée parce qu'il y a eu un traitement cancer, mais c'est même chaud de se concentrer sur quelque chose. Alors imagine, tu pars sur des techniques de méditation classiques, tu te poses en zazen et pendant 40 minutes, tu écoutes ta respiration. Bah, déjà, je sais pas comment vous faites, moi ça me saoule. Mais quand en plus tu es fatigué parce que tu as ce traitement, etc., etc., ouais, c'est normal que c'est un peu lourd. Alors moi, je vais te donner des petits trucs très simples. Je te donne un outil très simple. Là, je ne l'ai pas sur moi, mais je vais vous donner un truc qui marche super bien, qu'on peut tous faire, hein. Et il y a un autre truc qui est important, c'est de se dire, peu importe que vous teniez la minute ou pas, déjà vous le faites, c'est super. Même une seconde, c'est super. Même 2 secondes, c'est super. Même 3 secondes, c'est super. Il vous faut une montre avec une petite aiguille. Et avec cette montre avec petite aiguille, vous allez juste faire un truc. Vous allez suivre la petite aiguille et vous allez compter en même temps. Un, 2, 3, 4, 5. Et dès que vous commencez à partir dans une autre pensée, c'est pas grave. Vous avez déjà tenu votre pensée focus pendant 4 à 5 secondes. Vous avez déjà fait un exercice de remédiation cognitive pour tranquilliser, calmer, apaiser votre mental. Ça suffit. On est déjà pas mal avec ça. OK? Et encore une fois, il y a quelque chose qui est vachement important. Le mot c'est compliqué, c'est dur, c'est difficile n'existe. Regardez, on va faire de l'hypnose. Dans ma main, attends, il faut que je prenne ma voix d'hypnotiseur. Dans ma main droite, il y a les mots c'est dur, c'est compliqué, c'est difficile. Je vois Juliana qui se rapproche comme si elle avait vraiment vu les mots dans ma main. Regarde Juliana, hop, ils disparaissent. Et à la place, il y a le mot c'est nouveau qui apparaît. C'est nouveau, c'est nouveau. À chaque fois que je fais quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, j'arrête de dire c'est compliqué, c'est dur, etc. Non, il n'y a rien de dur, il n'y a rien de compliqué, c'est juste nouveau. Première fois que vous avez voulu vous lever parce que vous avez trouvé un truc super mignon, super intéressant sur la table, vous vous êtes vautré comme une grosse crotte, mais vous vous êtes relevé après. Vous avez fait à peu près 4000, 5000 chutes avant de savoir marcher. Donc, autorisez-vous à faire cet exercice de la montre quelques fois avant de dire oh, c'est dur, c'est compliqué. Il n'y a rien de dur, il n'y a rien de compliqué. Et on continue. Et j'ai Benoît qui me repose encore, encore 2 questions. On est bon. J'ai Benoît qui me dit comment faire quand on est fatigué et épuisé et qu'on sait que la seule solution est de changer de boulot ou de service. Je l'avais pas senti ça tout à l'heure. J'avais pas dit qu'il y avait un bilan d'appétence à faire, qu'à un moment ou à un autre, ce boulot, on sentait que c'était pourri. Je l'avais dit. Et bah c'est le même Benoît qui revient en me disant il faut changer de boulot ou de service. Bah oui, complètement Benoît, je pense aussi. Je vais vous parler d'un truc qui est vachement important et qui est un petit peu dans le même ressort que les trucs bizarres dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la médecine chinoise. On va vous parler d'énergie. Non, je vais pas faire de demande à l'univers et que l'univers va vous fournir. Non, c'est pas mon style. C'est pas mon truc. En revanche, je vais vous parler de votre énergie à vous. J'aimerais que vous remarquiez une chose. Vous pouvez le faire pendant une semaine et je pense que ça, si vous le faites, c'est vraiment une pépite. Pendant une semaine, vous allez prendre un petit carnet à côté de vous ou votre téléphone, si c'est pas pour glandouiller sur TikTok. La seule manière avec laquelle vous pouvez glandouiller sur votre téléphone, c'est d'aller sur la chaîne YouTube de Théo Duverger, dont je ne sais pas le nom, et vous allez voir, c'est vachement bien. Donc, typiquement, vous prenez votre téléphone et quand vous faites une activité, peu importe l'activité, peu importe la tâche que vous faites même, demandez-vous est-ce que ça me monte en énergie ou est-ce que ça me draine mon énergie? Juste ça. Et faites-vous sur votre petit calepin, votre petit répertoire, un répertoire de ce qui vous monte en énergie et de ce qui vous diminue en énergie. Si vous avez des activités globales, style le travail, c'est générique, c'est une valise le travail. Dans le travail, il y a des trucs qui me font kiffer. Là, ce que je fais avec vous, vous devez le voir, je tiens plus sur ma chaise, je suis une pile électrique, j'adore. Parce que je suis en plein dans ce qu'on appelle une valeur haute, la transmission, la pédagogie, le partage. Cool, je tiens plus en place.
Si demain, là, vous me voyez devant un tableur Excel, je meurs. Je meurs. Même le mot Excel, je suis en train de mourir. Ça fait partie de mon travail pourtant, mais je meurs. Pourquoi? Parce que ça me draine mon énergie. Donc à l'intérieur de mon travail, il y a des choses qui me montent en énergie et il y a des choses qui me drainent en énergie. Ceux qui bossent avec moi le savent. Parfois, ils me demandent plein de fois les mêmes choses et je leur réponds pas parce que ça me draine. Et il y en a d'autres, ils me le demandent une demi-fois, j'ai déjà répondu 25 fois parce que justement, ça me motive. En dehors du travail, qu'est-ce que vous aimez faire et qu'est-ce qui vous plombe? Et l'idée, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Quand on fait un burn-out, c'est aussi un super moment. Merci Juliana, t'es au top. Quand vous faites un burn-out, c'est aussi le moment de se dire, OK, en fait, qui je suis quand je ne suis pas ce que d'autres ont voulu pour moi. Attendez, ça, je vais la refaire parce que je suis en train de me remarquer que c'est vachement pas con ce que je suis en train de dire. Qui je suis, je sais pas si je saurais le faire aussi bien. Qui je suis quand je ne suis pas ce que d'autres ont voulu pour moi. En gros, je suis ce que mes parents ont voulu pour moi. Je suis un docteur en médecine vétérinaire parce que j'ai été aiguillé progressivement vers ce métier-là. Je suis monsieur soit parfait parce que les paires de baffes, quand j'étais le deuxième de la classe, elles ont eu un effet pédagogique sur mon driver soit parfait. Je suis monsieur soit fort parce que, eh ben, interdiction de pleurer, sinon tu te reprenais une dans la gueule. Je suis monsieur pense aux autres avant de penser à toi, etc. Parce que, ok, quand j'ai plus ces masques-là, qui je suis? Qu'est-ce que j'aime pas? Vous remarquerez qu'aussi, souvent, les personnes en burn-out, quand on leur demande ce qu'elles aiment, elles se disent, je sais même plus. Le burn-out, c'est aussi souvent le moment de réapprendre à se connaître. Donc, cette histoire de petit calepin, de petit carnet, où vous allez vous dire vraiment, OK, est-ce que ça me monte en énergie ou est-ce que ça me diminue? Vous allez en apprendre plein sur vous. Et le but du jeu, alors là, il me faudrait 2 heures avec vous, hein, pour ne faire que ça. Ça serait de vous montrer comment on fait pour augmenter la quantité de temps à passer à faire des choses qu'on aime et diminuer au maximum la quantité de choses qu'on n'a pas envie de faire. Alors, il y a 3 choses, 3 mots qu'on pourrait retenir. Je vous donne juste le truc, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je suis parti jusqu'à En plus, ça m'excite, ça me passionne, moi, tout ce qui est technique de gestion du temps et tout, j'adore. La première, c'est déléguer, automatiser, supprimer. Quelles sont les choses que je peux déléguer dans ces choses qui me drainent, dans ces choses que j'aime pas faire? Quelles sont les choses que je peux automatiser? Bah ouais, il y a peut-être des choses que je peux automatiser. J'aime pas faire la bouffe. Bah, le dimanche, je vais demander à mon Magimix de faire un gros plat comme ça qui va me servir pendant les 4 prochains jours de la semaine. Je vais automatiser le process. Et pendant ce temps-là, pendant la demi-heure où il fera cuire son bœuf bourguignon, et ben moi pendant ce temps-là, je ferai un truc qui me plaît vachement, comme jouer avec ma gamine. Qu'est-ce que je peux déléguer? Alors on pense que la délégation c'est compliqué, ceci, cela, pas tant que ça. Si on a les bonnes méthodes, et il y a plein de choses qu'on peut déléguer aussi. Qu'est-ce qu'on peut déléguer à nos enfants? Je me souviens d'une de mes... C'est marrant, je pensais à elle avant le webinaire ici. On a eu une cliente il y a quelques années qui était architecte, ça bosse, hein. Et alors, pareil, madame soit parfaite. Normal, c'est une archi. Madame soit forte. Elle prend tout sur elle. Son mari est souvent à l'étranger. Il bosse à l'étranger. Il revient que le week-end. Et madame fait plaisir. Donc, c'est ma fille avant moi. Et mon Dieu, un jour, je lui ai appris à déléguer la bouffe 2 fois par semaine à sa fille. Et là, sa réponse m'a fait mourir de rire. C'est: Ah ouais, mais ça va pas être bon. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Virginie, elle s'appelait Virginie. Qu'est-ce qu'on s'en fout, Virginie? Non seulement la petite, elle va être valorisée par le fait que tu lui laisses faire ce truc-là. En plus, toi, ça va te faire gagner du temps et de l'énergie. Et en plus, la petite va progresser au fur et à mesure. C'est vertueux pour tout le monde, en fait. Souvenez-vous d'une chose. Quand je fais quelque chose pour quelqu'un, je le prive de la connaissance qu'il est capable de le faire par lui-même. Quand je fais quelque chose à la place de quelqu'un, je l'empêche souvent de prendre confiance en lui. Parce que sinon, il se rendrait compte qu'il est capable de le faire mal, puis de le faire un peu moins mal, puis ensuite de le faire bien, puis ensuite de le faire très 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 bien. Donc je vais commencer, ça c'est pour Insta, nouveau mois 76. Commence à faire ce truc-là. Les choses que tu fais dans la vie de tous les jours, tu prends ton petit carnet et tu commences à te dire ça me monte en énergie ou ça me descend en énergie. Voilà, c'est tout.
Même dans ton état de burn-out, tu vas le ressentir. Alors, je reviens parce que j'étais sur Ben Hoyt qui nous dit, Benoît, li, li, li. Alors, comment faire quand on est épuisé, changer de boulot, de service pour trouver de l'énergie afin de faire des démarches nécessaires? Oui, c'est clair que quand vous faites quelque chose que vous aimez, votre niveau d'énergie, il monte. Là, vous voyez, je sais que je vais pas m'endormir tout de suite, quoi. Là, ça sera pas 10 heures, une tisane, un suppôt et au lit. Non, parce que là, je vais tellement être chaud en énergie qu'il va me falloir un petit peu redescendre. Donc, typiquement, quand vous allez faire quelque chose, quand vous allez faire un métier que vous adorez faire, votre niveau d'énergie va monter. C'est pour ça que le bilan d'appétence, il est souvent hyper intéressant. Et ensuite, il y aura un plan, ok, pour pouvoir remplacer son salaire, pour pouvoir faire en sorte que, bah ouais, mon niveau de vie ne descende pas trop, pour pouvoir faire des choix, etc. Ok. Souvent, la limite entre la joie et la peur, la joie et le bonheur, le bonheur et la tristesse, si je m'en sors, c'est la peur. La peur de faire un choix, la peur de me planter, la peur de franchir ma zone d'inconfort. Je suis vétérinaire, j'aime pas ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est être indépendant et soigner les gens et aider les gens. Ah oui, mais mon statut, mon revenu, mes crédits, etc. Bon, ok. Comment je fais? En fait, c'est juste de la pétoche. J'ai juste besoin d'un plan d'action. Vous savez que ce que j'ai fait, moi, quand j'étais veto, je gagnais plutôt pas mal ma vie. Et puis du jour au lendemain, j'ai voulu arrêter pour faire du coaching. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les minima. Je me suis dit de quoi j'ai besoin pour survivre. Juste ça. J'ai pas dit kiffer, hein. J'ai pas dit kiffer. J'ai dit survivre. Et ben, je me suis rendu compte qu'avec finalement à peu près 1 000 € par mois, je m'en sortais. J'habite en région parisienne. Vous imaginez la tronche des loyers. Une fois que j'ai payé mon loyer et ma bouffe, j'ai de quoi dormir, j'ai de quoi manger. Je peux même réduire un peu ma bouffe pendant le temps que ma clientèle elle se monte. C'est OK, hein. J'ai pas besoin de faire X voyages par semaine, par mois, par an. J'ai pas besoin Non, non, c'est bon. Tout sera payé. Mais ça va me permettre d'accéder à ma vie de rêve par après, sans avoir trop la pétoche. Je connais ma limite jusqu'à laquelle je vais être dans le rouge. Et après, je suis même allé un petit peu plus loin dans le délire en me disant, bon, ça c'est pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans quelque chose et qui ont peur. Retenez ça. Si vous avez peur de faire un truc, si vous avez peur de vous lancer, allez dans la stratégie du pire. Je me suis donc fait la stratégie du pire de et si ça marche pas en tant que coach, qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'ai pas retourné veto. Pourquoi je peux pas retourner veto? Parce qu'il y a il y a un système de validation continue des acquis. Il faut qu'on continue à se former, en gros, quand on est veto. Sinon, on reconnaît plus une vache d'un chien. C'est compliqué. Donc, donc- et moi, je ne pouvais pas. Je savais que allez, je vais me planter pendant 1 an et demi, 2 ans, puis après, je verrai. Ce que je me suis dit, c'est, vous savez, je suis dans un pays quand même où, oh là, je vais me faire défoncer si je dis ça. Je vais me faire défoncer. Eh, on s'en fout, non? Allez, je vais me faire défoncer. Je vais me faire défoncer, mais je suis dans un pays où il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot, pour ceux qui ont la ref. Bah, c'est vrai. Si je traverse la rue, en face de chez moi, j'ai un McDo, hein. Alors oui, c'est un boulot qui est plus amené pour des gars de 20 ans. J'en ai 22. Mais, mais, ouais, je vais bosser, ouais, ça va être chiant, ça va être dur, ça va être pénible. Mais dans 2 minutes, comme je vais bien me bouger le cul, comme je vais savoir faire, je vais passer manager. Et en 2 minutes, avec mes compétences, je vais remonter un business à côté. Je saurais faire, c'est pas grave. Donc en 2 minutes, j'aurai de quoi vivre, j'aurai un toit sur la tête. Je sais faire en fait, c'est pas grave. Et même si j'habitais à la Cambrousse, je vous garantis que je serais allé dans une ferme, je serais allé offrir mes services dans une ferme. On est quand même dans un pays, moi pour avoir voyagé beaucoup, 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 beaucoup en Afrique, je peux vous garantir que c'est pas le même délire. Voilà, c'était pour le quart d'heure provoque où je vais me faire défoncer sur les réseaux. Bisous, moi aussi je t'aime, toi le hater. Mais ce que j'aime, c'est que ça fait buzzer les vidéos. Oh, la dernière fois, j'ai balancé un missile comme ça, on a pris 10 000 abonnés. Continue. Donc, typiquement, qu'est-ce qu'il nous disait Benoît? Je continue. Donc, quand j'ai peur, je vais dans la stratégie du pire. Toujours, 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 toujours. Et au pire, on meurt, hein. C'est toujours ça la conclusion. Donc, la solution est changer de boulot de service pour trouver de l'énergie. Oser se proposer à notre employeur épuisé. Ah, ouais. En effet, si on est honnête avec soi-même et si on désire l'être avec l'autre futur employeur, soit je cache mon épuisement qui, au fond, est le moteur de ma candidature, soit j'en parle simplement, ça lui donnera pas envie de m'embaucher puisque mes piles sont vides. Comment gérer ce dilemme? Tu prends pas, mon cher Benoît, le problème dans le bon sens. Je vais te donner une métaphore, la métaphore du couple.
À main levée, qui veut que je sois une femme? Ou qui veut que je sois un homme? À main levée, qui veut que je sois une femme? Ok. Qui veut que je sois un homme? Bon, bah, on va faire. Je suis... Ah, bah, merci, merci, Christine. Il y en a une qui respecte ma virilité. Donc, je vais prendre la métaphore du couple pour que tu comprennes. Donc, la majorité, je suis une femme. Je m'appelle Théodora. Je m'appelle Théodora et mon mari me saoule. Putain, il me saoule. Mais tu sais, ça fait longtemps qu'il me saoule. Et j'en peux plus. Et je suis fatigué. Et il me gonfle. Et tu vois, vous voyez un peu le genre de mari qui vous gonfle? Il y en a qui ont déjà de l'expérience. Il y a des femmes d'expérience dans cette salle. Allez. Bon. Donc là, ce que nous dit Benoît, c'est il faut que je fasse quoi? Soit je quitte mon mari, soit je retrouve un mieux. Soit je pars alors que je suis complètement fracassé, épuisé des hommes dans une autre relation tout de suite. Je vois des yeux en l'air du côté de chez Laila. Ouais, en fait, les yeux en l'air, c'est quoi? C'est il faut peut-être d'abord te retaper avant de te remettre dans une relation. Il faut peut-être d'abord que tu te refasses une santé, que tu te libères de tes anciens schémas avant de te remettre dans un travail, avant de te remettre en couple, avant de te remettre dans des situations où tu vas arriver, tu vas être complètement fatigué. Parce que c'est ça qui me dit Benoît. Benoît, il me dit, ouais, je suis éclaté, ce qu'il faudrait, c'est que je change de boulot, mais je vais poser ma candidature, ils vont voir que je suis éclaté. Bah oui, en fait. Je suis désolé, mais moi, si j'arrive, alors que ça fait 30 ans que je suis marié avec Bernard, il me gonfle et que je me remets sur le marché, il n'y a pas beaucoup de mecs qui vont vouloir de moi. Parce que Bernard, il aura laissé des traces sur moi. Alors que si j'ai pris le temps de me retaper, que je suis encore un petit peu fraîche, eh ben, je vais me remettre sur le marché, je vais retrouver vite fait. Donc, Benoît, la solution pour toi ici, eu égard en plus à ce que tu m'as écrit tout à l'heure, tu vas chez ton médecin, tu te fais arrêter, basta. Tu résous ce problème d'épuisement et ensuite, tu pourras te présenter à ton employeur. Il n'y a que ça à faire, hein. C'est la seule stratégie. La stratégie, c'est pas autre chose. Si je comprends bien dans ton boulot, tu es claqué, tu es fatigué, tu veux trouver un autre employeur, mais là, tu es trop claqué. Là, tu vas retourner dans ton boulot, tu vas t'arrêter. En plus, je sais que toi, te connaissant un petit peu, tu as ce dilemme de si je retourne dans ce boulot et que je m'arrête, j'ai un manque de loyauté. Non, 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 non. Là, c'est ton moment d'être loyal à toi, en fait, Benoît. C'est important, ça. Tu veux, Benoît, je vais te le dire en allemand. Ganz verboten. Voilà, que je sais que tu vas comprendre. Donc, alors attends, il continue. Mais il continue. Seconde question, je suis épuisé. Bah ça oui. Ma chef, à qui j'en parle souvent, s'affiche de la manière suivante. Elle bosse encore bien plus que moi. Elle est là avant moi le matin et elle part après moi le soir toujours. Quelque part, elle me fait un peu pitié, alors que je lui en veux de ne pas bien manager. J'ai un point commun avec elle qui, au délire, nous rapproche. Au sens où nous avons là quelque chose en commun. Nous souffrons ensemble, moi son employé, mais elle, c'est encore pire. Quand je lui dis qu'une tâche à faire est trop pour moi, sa réponse imparable est OK, alors je vais la faire moi. Bref, elle prend en plus, alors qu'elle est déjà surchargée. La tâche que je refuse de prendre, c'est infernal. Comment gérer? Eh ben, tu lui envoies le numéro de téléphone de tonton Théo et je vais la récupérer dans le Quick Change très facilement, très rapidement. Et parce que ça, c'est typiquement une bonne cliente, hein. Là, on a une manager qui est en putain de driver, soit fort et fait plaisir. Non, mais laisse, du coup, je vais faire la tâche. Et puis, je vais quitter encore plus tard mon boulot. Benoît ne nous dit pas l'âge de sa manager, mais bon, je pense que soit on a Wonder Woman, soit elle est en train gentiment de craquer sa santé aussi, hein. Très clairement. Elle n'aimait aucune émotion. Bah non, c'est le driver soit fort. Mon Benoît. Driver soit fort, c'est je prends sur moi, j'ai le dos large. D'ailleurs, je serais curieux que tu me dises, mon Benoît, si physiquement, elle n'a pas justement le dos large. Ce driver soit fort peut parfois entraîner chez les personnes, ben, je prends du poids en fait, faut que je fasse le poids, hein. Ça peut arriver. Attends, pendant que je fais rentrer des gens, je vois que j'ai loupé le reste de ta question. Donc, comment gérer? Gère pas. Là, ici, c'est égoïsme salutaire. Pense à ton cul, à toi. Le cul de ta manager, non. Plus tard. Pour l'instant, c'est toi d'abord. Manager, non. Égoïsme salutaire. Là, tu es dans l'avion, tu es en énorme dépressurisation. Ta manager, elle va faire ce qu'elle peut, mais pour l'instant, si toi, tu veux l'aider, peut-être qu'en montrant l'exemple simplement toi de te faire arrêter, elle prendra aussi sur elle. Parce que là, vous êtes tous les deux en train de... Mais vous êtes couillons, hein, tous les deux, hein.
Vous êtes tous les deux en train de vous engrainer à celui qui partira le dernier, en fait. C'est un jeu où on perd tout le temps, ça, Benoît. C'est un jeu où on perd tout le temps. C'est un jeu où celui qui gagne, c'est celui qui s'arrête en premier, en fait. Parce que ta manager comme toi, le jour où elle va être sur son lit de mort, elle se dira pas, ouais, j'ai pris la tâche de Benoît. C'est ça dont je suis la plus fière dans ma vie. Non, 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 non. Non, crois-moi. Donc là, peut-être que toi, si tu te fais arrêter, si tu prends soin de toi, peut-être qu'inconsciemment, tu vas lui montrer l'exemple, tu vas lui montrer la voie, donc tu vas l'aider. Voilà, je te suggère ça. Après, tu fais comme tu veux, mon chouchou. Elle n'émet aucune émotion. Parfois, je me dis, elle va se suicider. Bah, tu m'étonnes. Oh, je serai alors dans la culpabilité. Ouais, donc c'est peut-être le moment, justement, je répète, c'est peut-être le moment, toi, que tu lui montres le chemin en te disant, non, je vais arrêter. Alors, Aviva Atia qui nous dit, ce driver soit fort, il est naze. Ouais, c'est clair. Le driver soit fort, c'est le pire des trois drivers. Alors, je répète, en burn-out, on a un vrai burn-out quand on a ces trois drivers-là, toujours. Soit fort, fait plaisir et soit parfait. Le pire des trois, c'est le soit fort. Parce que tu aurais le soit parfait et le fait plaisir, mais tu n'aurais pas le soit fort, tu t'arrêterais, hein. Mais comme tu as le soit fort, tu prends jusqu'au moment où ça craque. Comment on fait pour dégommer ça? Nous, on a inventé une méthode qui est basée sur de l'auto-hypnose et de l'analyse transactionnelle, combinées toutes les deux, qui vont faire leur chemin dans ce système inconscient dont on parle depuis tout à l'heure. On a deux systèmes de pensée, on a un système conscient, on a un système inconscient. On va aller, si tu veux, avec auto-hypnose, la partie qui gère l'inconscient et l'analyse transactionnelle, la méthode pure et dure. Ce système combiné, on va comme aller dans ton Microsoft Windows 10 ou ton iOS si tu es sur Apple, on va aller modifier la ligne de code qui génère le problème. Comment on fait ça? On fait ça généralement en travaillant sur l'enfant intérieur, mais je l'ai dit la dernière fois et je le répète, si vous ne travaillez que sur l'enfant intérieur, énorme connerie. Il faut travailler aussi sur le parent intérieur. Si vous ne travaillez que sur l'enfant intérieur, mais que vous avez encore un parent qui est traumatisant à l'intérieur et qui vous dit t'es con, t'es moche, t'es nul, tu fais pas assez bien, oui, oui, tu vas libérer ton enfant intérieur, mais t'inquiète pas qu'il y a le parent qui va faire allez hop, un fini de jouer, tu rentres vite fait. Donc il faut travailler sur les deux. Voilà. Alors attends, j'ai un truc ici. On parle souvent de lâcher prise, mais comment faire la différence avec la persévérance qui, elle, est une valeur importante pour aller plus loin dans la vie? Je ne sais pas. Ça, en tout cas, Beverley, Joy. Alors ça, c'est une question que je viens d'avoir sur Insta. Je la vois passer en ce moment et c'est hyper intéressant comme question. Ici, j'ai la perception de Beverley Joy qui nous dit la persévérance, elle, est une valeur importante pour aller loin dans la vie. Si tu persévères dans une connerie, tu vas pas aller loin dans la vie. Le lâcher prise, c'est quoi? C'est à un moment donné se rendre compte que tu n'es pas aligné avec la personne que tu es. Si tu persévères dans quelque chose que tu n'es pas, si je persévère dans le métier de vétérinaire, ah, je sais faire, hein. Je sais faire. T'inquiète pas que je sais faire des chirurgies, je sais enlever des hanches de chien, je sais faire des vélages, je sais faire des poulinages, il n'y a pas de problème. Mais si je persévère dans ce métier-là, alors que ce métier-là ne me va pas, je vais peut-être réussir comme vétérinaire, mais je ne vais pas réussir ma vie. Je vais réussir dans la vie, mais je vais peut-être pas réussir ma vie. Le lâcher prise, c'est s'autoriser à ne pas être ce que les autres veulent qu'on soit, mais s'autoriser à être qui l'on est réellement. OK? Et à cette heure-ci, je commence à faire un mix entre choses débiles et choses pas cons. Bien, je dois être en hypoglycémie. Alors, il nous reste une question, deux questions. On a Pascal là, qui nous dit, j'aurais une petite question. Pourquoi avoir l'impression d'être encore plus mal une fois en arrêt de travail? J'adore cette question, j'adore cette question. Pourquoi avoir l'impression d'être encore plus mal une fois en arrêt de travail? Je suis en arrêt depuis 7 mois. J'ai été toujours active malgré les douleurs du corps, driver soit fort, qui m'ont poussé à l'arrêt de travail. Je me suis effondré psychologiquement un mois après. Bah, très bien. Depuis, c'est l'enfer. Moi qui, depuis 2 ans, travaillais avec mes mots physiques, le reste, je tenais bon. Une fois que j'ai laissé la possibilité de faire ce que je veux, je n'ai envie de rien. Les nuits sont un enfer et la journée, envie de rien. On est ici dans un parfait burn-out avec comorbidité, à mon avis. À mon avis. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe ici dans le cas de Pascal? Dans le cas de Pascal, on a une personne qui s'est construite autour d'un mythe.
qui est Je suis la guerrière. Elle s'est construite autour de ce que d'autres ont voulu pour elle. Très certainement, quand je lis ça, c'est ça, hein. Tu dois être la bonne petite travailleuse, la première de la classe, la meilleure de ceci, la meilleure de cela. Et on a un driver soit fort qui est énormissime. Même avec mes douleurs, mon truc, mon machin, avec une jambe en moins amputée, je continue à ramper et je vais y aller jusqu'au bout. En gros, dans son ego, je ne mets pas de péjoratif ou de laudatif dans le mot ego. L'ego, c'est juste la construction de qui je suis. Dans son ego, son image d'elle, c'est je suis cette guerrière. Son image d'elle est en train de s'effondrer. Il y a eu deux phases à son effondrement si vous relisez le mail. Première phase, elle s'est arrêtée, blorm, elle s'est effondrée. Bon, ça c'est un phénomène assez normal. Elle est arrivée au bout de son épuisement physiologique, donc c'est normal qu'à un moment donné, effet, la prise qui se retire, j'arrive plus à rien faire, hein, d'accord? Donc Pascal, c'est un phénomène normal. D'être encore plus mal quand tu es à l'arrêt que quand tu étais au travail. La prise s'est débranchée. Au début, c'est complètement normal. Ça, c'est la première phase, c'est ce que tu as vécu au tout début. La deuxième phase, c'est quoi? On a une Pascal qui est en train de se dire, merde, qui je suis? Je peux plus aller travailler, je suis plus Madame Parfaite, je suis plus Madame Soifort, je suis plus ceci, cela. Là, il y a une énorme souffrance psychologique qui est en train de se passer parce qu'il y a une détérioration de l'ego. Son ego qui était construit sur je suis forte, je peux y arriver, je suis Madame Parfaite, je tiens la maison, je tiens les gosses, je tiens mon mari, je tiens mon amant, je tiens mon chien, je tiens mon manager, je tiens mes... Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Donc ici, ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a mais je suis qui? Il y a tout à reconstruire en fait. Et on le voit, il y a je n'ai plus envie de rien. Ben, c'est normal. La question, c'est pas qu'est-ce que j'ai envie, c'est qui je suis. C'est la seule question à se poser maintenant. Qui je suis quand je ne suis pas ce que d'autres ont voulu pour moi? Qui je suis? Alors, typiquement, pour toi, Pascal, ce que tu vas nous faire ce carnet. Des petites choses qui te montent en énergie, des petites choses qui te baissent en énergie. Parce que souvent, vous remarquerez une chose chez les personnes en burn-out, on a aussi un phénomène qu'on appelle la dissociation. Je sais plus ce que j'aime, je sais plus ce que j'aime pas. J'ai un niveau émotionnel qui est moyen bof. Ouais, c'est super. Ouais, non, je suis super vénère. Tu vois, je suis un peu dissocié de mes émotions. Donc, ici, merci à ceux qui disent c'est tout à fait juste. Et il est pas trop con, le gars, t'as vu quand même. Donc, ce qui va se passer ici, je vais te demander, Pascal, de faire avec attention ce truc-là. D'avoir ce petit carnet tout le temps avec toi. Juste partir en exploration de qui tu es, en ressentant ton niveau d'énergie qui monte ou qui descend en fonction des choses que tu fais. Je lis un livre. Attends, quel livre? Ah, je lis un livre sur la psycho. Tac, mon énergie, elle monte. Oh, je lis un livre, un roman. Boum, ça descend. Ok, peut-être que je vais noter juste ça. Psycho, ça monte. Très bien. Ok, je suis en train de faire une promenade autour de chez moi. L'énergie, elle monte un petit peu avant de s'écrouler parce que ma physiologie m'a dit c'est bon, t'as plus de jus, donc reste chez toi. Mais j'ai quand même senti la montée d'énergie. Ok, j'aime bien me promener. J'aime bien me promener. Promenade en forêt, tac, l'énergie, elle monte encore un petit peu plus. Ok, j'aime bien me promener en forêt. Et tu vas juste faire ça au début. Juste ça. Et tu vas t'accorder le droit, nom de Dieu, à découvrir qui tu es. À découvrir qui tu es. À prendre ton temps, justement. Le burn-out, c'est un moment de déconstruction pour se reconstruire. Qui je suis part du centre et se dit, est-ce que ça me fait monter en énergie ou est-ce que ça me fait descendre? Juste ça. Et puis après, on va faire un autre truc. Allez, je te pose une... On va faire un 360. Calme-toi, c'est pas érotique. Je vois Leïla qui s'émoustille, calme-toi. C'est pas sexuel. C'est- Leïla, c'est dans le Zoom, hein, pour ceux qui sont là sur Instagram. Un 360, c'est quoi? On va demander... Ça y est. On va demander à... Tu vas demander aux personnes autour de toi pourquoi, d'après eux, tu es la plus douée. Pourquoi, d'après eux, tu es la plus douée. Tu vas poser cette question à un maximum de personnes. Et tu vas voir que les choses dans lesquelles spontanément t'es doué, c'est des choses spontanément pour lesquelles généralement tu es faite. Quand j'ai quitté Veto, j'ai posé cette question à plein de gens. Et typiquement, j'avais des réponses lunaires qui me venaient. Mais les réponses qui revenaient tout le temps, c'était remettre les gens dans leur lumière, redonner de l'énergie aux gens, redonner de l'espoir aux gens,
refaire ci, refaire ça. Et moi, je me rendais pas compte en fait de ça. Je me rendais pas compte de ça. Mais pourquoi je me rendais pas compte? Parce que je le faisais spontanément en fait. Ça me pompait pas d'énergie. Je prenais plaisir à le faire. Je le faisais spontanément. Quelque chose que je fais spontanément, qui ne me pompe pas d'énergie, qu'au contraire peut m'en donner. Quelque chose qui va revenir régulièrement dans mes conversations. Il y a fort à parier que derrière ça, il y a une valeur, il y a quelque chose que je valorise. All right? Super. Alors, je n'ai pas, et alors là, c'est mea culpa, parce que là, j'ai vraiment fait le boulet, mais c'est OK, parce qu'on va réparer le boulet. J'ai une personne qui, par mail, m'a envoyé une question. Je lui ai dit, ça sort un petit peu du cadre du burn-out, mais on va quand même en parler. Elle m'a dit, elle a des troubles d'impulsion. Alors, c'est quoi ces trucs-là? C'est quand c'est un TOC. C'est un TOC qui fait qu'on a parfois des impulsions meurtrières. On a parfois envie de fracasser tout le monde, on a parfois et ça devient obsédant. Ça devient obsédant, c'est-à-dire on voit un gamin, on a envie de lui mettre une baffe, on voit son manager, on a envie de lui planter le couteau. Voilà, c'est quelque chose c'est un TOC, donc c'est vraiment répertorié comme un TOC, donc une maladie psy, qui apparaît parfois en comorbidité du burn-out. Vous savez que quand vous entrez en burn-out, vous pouvez rentrer dans une phase de cynisme. Ouais, je vais reformuler ma question, la question à poser. Je ne sais plus à quel moment j'ai posé une question. Ça, c'est pour Instagram. Peux-tu me reformuler la question à poser? Tu vois, alors, putain, je suis toujours tellement en transe quand je fais les trucs que je sais plus de quoi je parlais. Si dans Zoom, vous pouvez me redire la question que j'ai posée il y a 5 minutes, ou que j'ai dit, comme ça, je la redirai aux gens d'Instagram. Là, je suis au trouble d'impulsion, où, donc c'est un TOC, c'est un trouble obsessionnel compulsif, où on va avoir envie de maltraiter quelqu'un. Ça peut arriver en comorbidité du burn-out. Vous savez, quand vous êtes en burn-out, vous pouvez parfois avoir ce qu'on appelle des excès de cynisme. Vous pouvez avoir envie d'envoyer chier les gens. Et bien parfois, tu as certaines personnes qui ont ces troubles d'impulsion où ils vont avoir envie de tuer quelqu'un. Là, généralement, ils vont pas zigouiller les gens. Ils passent pas à l'acte. Ah oui, super. Merci, 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 merci Christine. Donc la question que j'ai posée, tu vas demander à... Voilà, c'était ça le sujet. Tu vas faire un 360. Donc tu vas demander à un maximum de personnes autour de toi en quoi eux, ils te jugent le plus doué possible. Voilà. S'ils devaient te donner une qualité, en quoi tu es doué, pose-leur cette question-là. En quoi, d'après eux, tu es le plus doué de toutes les personnes qui connaissent? En quoi, toi, tu es la plus douée? Dans quel domaine de vie tu es la plus douée? Voilà, je ferme la parenthèse, je reviens à ces troubles d'impulsion. Donc, ces tocs, c'est chiant un toc. Un toc, c'est chiant. Vous savez, vous avez déjà vu des tocs, il y a des tocs rigolos, les personnes qui vont se laver 1000 fois les mains, qui vont regarder 106 fois si la porte de la salle de bain elle est bien fermée, sinon ça va pas aller. Une 107e fois, ça serait trop. 105 fois, c'est pas assez, ce genre de truc. Les tocs, c'est vraiment relou, mais ça aurait un effet apaisant sur le cerveau. Le problème, c'est que c'est une boucle qui est super toxique, le TOC, et on s'enferme dans une espèce de boucle. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais essayer d'aider cette personne-là. Donc, je n'ai pas noté son prénom ni sa question précise, mais je lui ai dit que j'en parlerai quand même. La meilleure façon de résoudre ce genre de TOC, c'est la thérapie cognitive comportementale. Thérapie cognitive comportementale. C'est la meilleure façon de résoudre. J'ai essayé par l'hypnose. J'avais des gens avant, quand j'avais mon cabinet, j'ai essayé par l'hypnose. Ça a un effet limité. J'ai essayé par technique par des techniques de TCC. Ça marchait plutôt très bien. J'ai lu pas mal de choses sur les TOC et il s'avère que les TCC marchent bien. TCC, en gros, c'est quoi? Pour ceux qui ont fait le quick change, on fait que, en gros, on fait beaucoup de TCC dans le quick change. Je vous explique pas ce qu'on fait, pas besoin de connaître la technique, mais on travaille sur la partie cognitive de la personne. On permet à la personne d'apaiser son cerveau. Et une fois qu'on a permis d'apaiser son cerveau, on lui fait traverser ses peurs pour qu'elle puisse s'en libérer. Pour les personnes, par exemple, qui se sentent coupables, on va leur faire traverser de manière progressive, régulière et constante des phénomènes de vie où elles auraient pu se sentir coupables, avec un certain ordre, justement, pour pas qu'elles explosent en vol et pour qu'elles se libèrent progressivement et durablement de ce genre de trucs, en fait. C'est pareil avec ces troubles d'impulsion. On va d'abord... Trouble d'impulsion, c'est quoi? C'est quand mon inconscient domine mon conscient et que mon inconscient, dans ses idées, c'est je vais le tuer, 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 je vais le tuer. Bon, et bien là, on va demander justement au conscient, ça c'est avec le stop it pour ceux qui ont fait le quick change,
On va demander au conscient de reprendre le dessus avec le stop it. Et ensuite, on va faire traverser la personne ces zones qui lui font peur jusqu'à ce que ça disparaisse et que ça réengramme un petit peu le cerveau. Et définitivement. OK? Top. On est bon. Et vous savez quoi? J'ai plus de questions. Alors, je vais regarder dans le chat. Si j'ai encore quelques questions, je vais regarder si j'en ai eu par rapport à toutes les carabistouilles que je vous ai racontées aujourd'hui. Et alors, Juliana, il est où le chat, ton Zoom? Ah, il est là, il est en bas. Merci. Je sais pas comment je présente toi. Alors, merci Tamila. Donc, t'as mis la chaîne YouTube, c'est cool. Pour ceux qui veulent prendre rendez-vous avec des coachs du Quick Change, savoir si c'est fait pour vous ce bazar-là, c'est ici. Tac. J'ai encore une question qui m'était venue. Je vous ai dit une bêtise, je l'ai notée à la fin. J'ai une personne qui me demandait si le Quick Change c'était une thérapie brève. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Euh, je pense que c'est beaucoup plus qu'une thérapie brève. Une thérapie brève, quand on entend thérapie brève, c'est une méthode. Donc l'hypnose fait partie des thérapies brèves. Les TCC, généralement, font partie des thérapies brèves. L'analyse systémique aussi peut faire partie des thérapies brèves. Le quick change, c'est pas vraiment une thérapie en fait. Il y a une partie thérapeutique quand on va parler des drivers, quand on va parler justement de retrouver le contrôle de son cerveau. Mais à un moment donné, on va aussi parler justement de gestion de son temps. On va parler aussi de découvrir qui vous êtes réellement. On va se centrer sur soi, découvrir ses appétences pour savoir justement comment on va orienter le reste de notre vie. On va acquérir des compétences sociales, savoir dire non, savoir dire merde, savoir se positionner, savoir demander, savoir gérer un conflit, gérer une négociation. Donc, c'est au-delà, j'allais dire, c'est au-delà d'une simple thérapie, quoi. Bah, le quick change, c'est le quick change. C'est vraiment un truc qui est fait pour les personnes qui ont envie de reprendre confiance en elles-mêmes et reprendre le contrôle de leur vie. Voilà. EMDR, EFT, pareil, voilà, les petites cousines de l'hypnose, hein, EMDR, EFT, c'est des thérapies bref, ouais, voilà, exactement. Quick Change, on est dans un truc, à la base, au tout début, sans déconner, hein, bah alors ça, je vous parle il y a plus de 10 ans, quand le Quick Change n'existait pas encore sous le nom Quick Change, c'était que thérapie bref. Moi, je m'intéressais que hypnose, PNL, bah justement, EMDR, TCC, etc. Et quand je me rendais compte que les gens ne savaient pas gérer leur temps et que c'était ça qui générait le problème, ok, bah fallait mettre un petit peu de truc dessus. Ok, après, ils ne savaient pas demander, ils ne savaient pas prendre leur place. Quels outils on peut avoir pour pouvoir se faire respecter dans un groupe. Ah, bah la thérapie systémique. Ah, bah la communication non violente. Ah, la communication ericksonienne. Ok, et si tous ces outils-là, on en faisait un outil qui était simple et efficient pour faire en sorte qu'une personne soit capable d'affronter la réalité, en fait, tout simplement en face d'elle. Et c'est comme ça que de proche en proche, on a fabriqué cette méthode. Et regardez le témoignage de Virginie, je le répète, il est sur la chaîne YouTube. Je l'ai récolté ce lundi ou mardi dernier, ce témoignage. Il est ouf. Il est ouf. Je vous invite vraiment à le regarder parce qu'il est juste incroyable. Je regarde. Yes, merci Claire. Je regarde si vous avez d'autres questions. Bah voilà, Avivatia ici sur Insta nous dit j'arrive pas à me faire respecter dans un groupe. C'est ça le problème. Travailler sur soi, c'est bien, mais à un moment donné, on vit pas tout seul dans une grotte. Moi, les cadors dans leur salle de bain, ils me font pas peur, quoi. C'est une personne qui est capable de prendre sa place dans un groupe où ça gueule, où ça bugle, où il y a des grandes gueules, des trucs, des que ça. On n'est pas obligé de devenir une grande gueule, hein. Moi, je suis un introverti. Je suis un introverti déconneur. Mais on n'est pas obligé d'être une grande gueule. Moi, dans un groupe, je suis celui qui parlera le moins. Mais en revanche, je saurais me faire entendre. Sans gueuler. Il y aura tous les beuglards à côté qui gueuleront, mais je peux vous garantir une chose, hein. J'aurai le mot final. Je saurais me faire entendre et je saurais me faire respecter. En respectant ma nature, parce que j'ai les techniques, parce que j'ai les outils. Et ça s'apprend. Donc ça, Aviva Atia, pour toi sur Instagram, c'est important. Merci, Jules. Et il y a encore des gens qui rentrent dans la salle. Oh, pardon, je pensais que c'était à 18h36, le groupe. Allô. Meilleur coaching, c'est exactement ce qui fait m'excuser. Top. En fait, vous n'avez pas mis de questions, vous avez juste kiffé la soirée. Vous avez juste mis des trucs. Bah merci, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a une partie hypnose ce soir? Ah, si vous le demandez gentiment, peut-être.
Est-ce que vous voulez de l'hypnose? Ouais, Théo, l'hypnose, l'hypnose. Oh non, Théo, l'hypnose, on veut pas. Tu vas encore nous transformer en poule, on veut pas. Oui, hypnose. Ok, on va faire de l'hypnose. À la demande générale, on va faire de l'hypnose. Je vais vous donner un petit truc pour apprendre à mieux dormir, tiens. Ça va? Ça peut être pas mal, ça. Je vais vous donner une petite technique très simple en auto-hypnose pour apprendre à mieux dormir. Alors, l'auto-hypnose, c'est quoi? Je suis introverti, mais je suis une grosse tête de l'art. C'est-à-dire que moi, tu m'hypnotises pas. J'aime pas ça. J'aime pas quelqu'un prenne le contrôle sur moi. Ça, c'est ce que j'ai en tête il y a 10 ans quand je me forme à l'hypnose et que je me dis, là, moi, je contrôle et tout, fous-moi la paix. Tu sais, en bon driver, sois fort. Et donc, plutôt que l'hypnose, j'aime bien l'auto-hypnose. Le truc que je peux faire tout seul, comme un grand, sans que quelqu'un vienne m'hypnotiser. Eh bien, c'est ce que je vais tâcher de vous transmettre ce soir. Je vais tâcher de vous transmettre une technique simple pour vous permettre d'apaiser un petit peu vos pensées. Au-delà d'apaiser vos pensées, ce que je vais vous inviter à faire à travers cette technique, c'est d'orienter vos pensées. Et ça, vous allez voir, c'est cool. Vous allez voir que de cette même technique-là, vous allez découvrir comment vous connaître vous aussi un petit peu mieux. Et ce qui est formidable avec l'hypnose, c'est que sans déconner, quand c'est bien utilisé, mais on peut faire des tas de trucs. L'hypnose, quand c'est bien utilisé, je pense qu'il n'y a que votre imagination qui a des limites, hein. Vous pouvez amplifier certaines sensations. Donc imaginez un repas qui est bon, vous pouvez le trouver extraordinaire. Et vous pouvez amplifier toutes les sensations possibles et imaginables. Leïla, calme-toi. Vous pouvez, vous pouvez aussi mieux dormir. Vous pouvez aussi mieux vous concentrer. Vous pouvez aussi mieux mémoriser. Donc il y a vraiment plein de trucs très sympas. Et moi, encore une fois, ma manière de transmettre l'hypnose, c'est vous rendre indépendant de moi. Moi, j'ai pas envie de me marier avec vous. Foutez-moi la paix. Sinon, je serais devenu psychanalyste. Et je vous aurais vu pendant 30 ans. Là, je veux pas. Je vous aime bien boire un petit café, mais j'ai pas envie de vous avoir tout le temps. Donc, vous transmettre l'outil, pour moi, est plus intéressant. Alors, outil d'auto-hypnose. L'auto-hypnose, c'est quelque chose qui est vachement lié à l'imagination. Quand j'imagine quelque chose, je ressens l'effet. Tout à l'heure, on donnait un exemple. Si je vous fais imaginer ce que vous allez manger ce soir, bon, bah vous allez avoir l'effet. Alors, je peux le faire de deux manières, ce truc-là. Si je vous dis poulet frites, c'est super, il va rien se passer. Maintenant, si je décris le poulet frites, si je vous fais par exemple fermer les yeux et je vous fais voyager dans vos cinq sens, si je vous fais traverser le goût, si je vous fais ressentir l'odeur de ce poulet, de la peau qui grille, des aromates qu'il y a avec, si je prends vraiment le temps de décrire le bruit de la peau qui crépite, eh ben ouais, Leïla, je te vois déjà te mordre les lèvres, t'as envie de bouffer le poulet. On est d'accord. Donc typiquement, c'est l'art d'amener la personne à c'est l'art d'amener la personne à imaginer ça, ok? Bon, top. Eh ben on va faire pareil nous en se plongeant dans un truc très simple. On va se plonger dans un souvenir hypnotique apaisant. Alors vous allez voir, c'est très simple. Cette technique va faire appel à votre souvenir apaisant le plus intéressant. Si vous ne le trouvez pas maintenant, c'est pas grave, restez attentif à la technique, vous verrez, ça viendra. Quand on se replonge dans notre passé, il y a des moments très cool, il y a des moments plus stressants, et il y a des moments où il y a des endroits qu'on a visités et waouh, on était vachement bien là-bas. Qu'est-ce qu'on était bien. Je sais pas vous où c'était, moi c'était à la plage, et je vais vous plonger dans ce souvenir. Moi, je connais rien de votre souvenir, puis vous êtes 50 000 là derrière vos écrans, donc je vais pas commencer. Mais je vais vous ouvrir à explorer ce souvenir à travers différents détails, visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs, gustatifs peut-être. Et l'idée, ça sera, sans moi, tout seul dans votre coin, ce soir en allant vous coucher, de reproduire ce même phénomène, c'est-à-dire de vous replonger avec le plus de détails possible. Prendre votre temps. Si à un moment donné vous décrochez et que vous repensez à ce connard de Bernard le manager, vous revenez dans votre souvenir, c'est pas grave. Pas grave. Bernard, il est apparu comme ça, il va repartir. Vous ne perdez jamais conscience quand vous faites de l'hypnose, d'accord? Bon. Allez, on est parti. Prenez une bonne inspiration, fermez les yeux. Et je prends ma voix d'hypnotiseur.
Je vous invite tous autant que vous êtes maintenant à penser à un endroit que vous connaissez, un endroit particulièrement apaisant, un endroit que vous avez déjà visité dans votre vie. Cet endroit, vous avez pu le visiter quand vous étiez jeune, quand vous étiez enfant ou jeune adulte. Il y a des endroits comme ça où on ne sait pas pourquoi, on a l'impression qu'on arrive, on pose nos valises et on est juste parfaitement bien. C'est un endroit très calme. C'est pas une boîte de nuit, une discothèque. Non, non, c'est un endroit où, waouh, il y a comme le corps qui se relâche au moment où on arrive dans cet endroit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste explorer cet endroit. Dans cet endroit, par exemple, il y a des objets. Vous pouvez regarder les 5 premiers objets qui vous tombent sous les yeux. Ça peut être la nature, de l'herbe, des cailloux, du sable, la montagne, la neige. Ça peut être les choses à l'intérieur d'une maison, d'une bâtisse, un tableau sur un mur, une porte en bois, le feu qui crépite dans une cheminée. Passez en revue ces 5 objets. Observez-les avec attention. Et souvenez-vous qu'à chaque fois que vous prenez le temps de vous concentrer sur chacun de ces objets, le corps se relâche un petit peu plus. Les pensées s'apaisent. Le corps se tranquillise. Puis on va aller un petit peu plus loin. On va aller un petit peu plus loin parce qu'au-delà de ces objets, au-delà de ces choses que vous voyez, il y a ce que vous entendez aussi. Il y a ces bruits que vous entendez immédiatement, tout de suite. Ça peut être le son de votre respiration à l'intérieur de cet endroit. Ça peut être les sons plus lointains. Le vent, des rires d'enfants, des personnes qui passent au loin. Et puis il y a ces silences qui ne sont jamais infinis, mais toujours peuplés par le bruit de la vie. Et à chaque fois que vous prenez conscience que chaque son est disponible là maintenant tout de suite, la tranquillité et l'apaisement s'installent encore plus. C'est comme cheminer à l'intérieur de soi. Avancer de plus en plus vers cette sensation d'apaisement et de tranquillité où le corps se relâche, la tête se relâche parce que vous êtes en toute sécurité dans cet endroit. C'est votre endroit. Et puis on peut aller dans le plus subtil encore. Dans le plus subtil, il y a ces odeurs. Ça peut être très marqué ou plus léger. Le parfum que vous portez sur vous, l'odeur du vent, de l'herbe fraîchement coupée, de quelque chose qui cuit sur le feu, du bois qui brûle dans la cheminée. C'est un endroit dans lequel une partie de vous sait que c'est comme une bulle, un moment de lâcher prise, de tranquillité, d'apaisement total. Cet endroit, c'est une enclave où seul vous et votre esprit peut tranquillement s'apaiser. Bien sûr, s'il y a d'autres pensées qui viennent et qui passent, cet endroit est si présent et si réel à l'intérieur que ces pensées ne font que passer et s'éloignent. J'aimerais qu'on fasse une chose. Dans cet endroit, j'aimerais que vous ajoutiez maintenant un lit. Ouais, un lit. Alors, ça peut être un lit classique ou ça peut être une serviette qu'on pose sur la plage.
quelque chose qui est parfaitement confortable et parfaitement adapté à la situation. Vous pouvez observer ce lit et vous en approcher. Regardez à quoi ça ressemble de près, les couleurs, la taille, la forme, jusqu'au moment où vous allez pouvoir vous asseoir sur ce lit et sentir le corps qui est comme absorbé, relâché. Et puis le dos va s'installer progressivement et c'est comme si toutes les tensions étaient absorbées, aspirées par le lit. Les jambes, le dos, la nuque, la tête, parfaitement posées et installées, le corps parfaitement relâché. Vous allez pouvoir fermer les yeux dans ce lit. Et les yeux fermés, entendre ce que vous entendez dans cet environnement qui est le vôtre. Profitez pleinement de ces sensations pour relâcher le corps. Laissez les pensées ailleurs. Tout à l'heure, quand vous allez vous endormir, vous pourrez revenir dans cet endroit, comme dans les prochains soirs de la semaine. Et ça sera le signal pour votre cerveau pour lui dire Ok, je suis prêt, je suis apaisé, c'est maintenant, je peux dormir. Vous pourrez profiter pleinement les yeux fermés dans ce lit, des sons, des odeurs, des sensations, la texture des draps, du matelas, du sable peut-être. Et c'est comme un signal qui va dire à votre cerveau c'est maintenant. T'es en sécurité, t'es confort. Plonge, autorise, permet. Et pour l'instant, tranquillement, une partie de vous va intégrer complètement ce qui vient de se passer et une autre va vous donner le signal que c'est le moment de remonter tranquillement, à votre rythme, jusqu'à rouvrir les yeux, quand ça sera OK pour vous. Je vous jure que dans cette salle, il y en a qui m'ont déjà dit non, Théo, tu me feras jamais d'hypnose. Je vous jure, et je la regarde droit dans les yeux là maintenant. Elle est partie. Bon, cool. Avec plaisir. Donc ça, c'est une petite technique très sympa, très cool. Vous avez compris le principe, hein. J'observe, j'entends, je ressens, je sens. Ok, je suis bien dedans, je suis relâché. Je pose un lit. Une fois que je suis dans le lit, je ferme les yeux et je continue. J'entends, je sens. Vous allez ressentir, vous l'avez déjà ressenti de toute façon, je vois vos têtes. Vous allez ressentir cet apaisement dans le corps, vous allez ressentir ces relâchements. Alors évidemment, au bout d'un moment, plus on fait ça, plus on a la capacité de reconcentrer son cerveau et de ne plus se laisser embarquer avec plaisir sur Insta, Mike98Fat, avec plaisir. Vous allez avoir justement de plus en plus de capacité à partir tout seul. Vous vous souviendrez que le sommeil est un réflexe. Vous remarquerez que vous vous endormez toujours dans la même position. D'accord? Donc typiquement, quand vous vous endormez, il y a un réflexe. Donc moi, pendant longtemps, comme je m'étais bousillé le sommeil, je vous ai déjà expliqué avec les nuits de garde, bah, je m'étais fait ce réflexe-là. Tous les soirs, j'allais dans le même endroit. Et c'est comme un signal que j'envoyais à mon cerveau pour lui dire, OK, c'est maintenant. Et bim, on part. OK? Et je vais réussir à pécho Leïla avec tout ça, hein. Je suis la première personne à l'avoir hypnotisée, t'as vu? Leïla, ça va mal se terminer, entre nous, je te le dis. Ne t'attache pas à moi, ne t'attache pas. Je rigole, je rigole, je rigole. Bon, mes petits chéris, c'était vraiment cool de vous voir.
On se retrouve le mois prochain. J'espère vraiment que vous avez kiffé. Pour tous ceux qui ont envie, se dire le quick change, c'est quoi, c'est qui, c'est combien, c'est quand, c'est comment. Je vous remets le lien ici. Vous allez avoir la possibilité d'échanger avec un coach. La première chose qui va se dire le coach, c'est est-ce que vous êtes éligible au quick change? C'est pas pour tout le monde le quick change. Première chose que le coach il va vous voir avec vous, c'est déjà dans quel endroit vous êtes dans votre situation. Est-ce qu'on peut faire un truc pour vous? Si on peut faire un truc pour vous, on vous expliquera tout ce qu'il y a dans le quick change. Parce que là, si je commence à repartir là-dedans, j'en ai pour une demi-heure à tout vous expliquer. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous. Quoi qu'il arrive, je vous retrouve ici le mois prochain sur Insta, sur YouTube, je sais toujours pas où, sur partout. Bref, je vous retrouve partout. Celui qui veut me trouver, il me trouvera. Je vous dis à très vite. Merci avec joie pour votre participation. Ciao sur Insta, ciao sur Zoom et à très vite.